avec vous à la Bilico parce que j'ai plusieurs raisons. La première, c'est que Criminocorpus, effectivement, on l'a évoqué, est partenaire de la Bilico depuis longtemps, notamment pour des portages d'expositions que l'on avait fait avec Catherine Chauchard, qui est également présente. J'ai eu aussi le plaisir déjà d'être invité pour présenter mes livres. La dernière fois, c'était pour ma grosse Bible de la vacherie, que j'appelle comme ça, c'est un gros livre sur les archives judiciaires de l'affaire Bachet. José Bachet, qui était un tueur en série, entre guillemets, qui avait sévi à la fin du XIXe siècle, et vous connaissez peut-être, si vous connaissez le film de Bertrand Tavernier, Le juge et l'assassin, dans lequel l'assassin s'appelle Bouvier, et non pas Bachet, mais en fait c'est exactement lui, et qui est joué par Michel Galabru, et qui disait que c'était son beau rôle d'acteur. Et puis aujourd'hui, c'est quand même pour moi une première, parce que je viens présenter effectivement deux livres, ce qui évidemment n'arrive pas souvent. Et c'est complètement un hasard des calendriers d'éditeurs, parce que moi ça ne m'amuse pas forcément. Je préfère un rythme plus lent, mais bon voilà, c'est comme ça. Donc le premier, il est au cœur de la thématique des nuits de la lecture, puisqu'il s'agit de patrimoine, et on va voir qu'il s'agit de patrimoine carcéral. Et puis le second, je dirais qu'il est au cœur de la thématique de cette bibliothèque, puisqu'on est dans la bibliothèque des littératures policières. Et je vous en parlerai dans un second temps. C'est un récit de fiction sur une affaire criminelle, et j'y reviendrai en deuxième partie. Donc comme on va parler, le thème donc c'est bien le patrimoine, je vous propose de couper la soirée en deux parties, à la guillotine évidemment, puisque on ne peut pas faire autrement, comme il se doit donc, et de consacrer cette première heure à une incursion dans le patrimoine judiciaire, et non pas dans le patrimoine visible, valorisé publiquement, que pourraient par exemple les palais de justice, mais plutôt, Bilico oblige, là encore, un patrimoine sombre, peu visible, voire refoulé, qui est le patrimoine pénitentiaire. Et cette question, donc, je l'ai traitée avec mon collègue et mon ami, Pierre Piazza, donc, puisqu'on a fait cette exposition à la demande de la mairie de Niort pour accompagner le salon du polar qui s'appelle Regard Noir et qui se tiendra prochainement. Vous avez donc eu le programme. Et pour ce travail, en fait, on a mené une véritable recherche en fait, sur la question de l'évasion par l'art. Parce que l'évasion physique, on voit bien de quoi on veut parler, mais en fait, il y a aussi beaucoup de personnes en détention qui, n'ayant pas les moyens, ou peut-être préparant une évasion physique, sont créatives. Et la créativité, en fait, en détention, c'est, je dirais, le premier acte de résistance que l'on puisse pas avoir par rapport à la contrainte carcérale, contrainte qui est surtout très importante, notamment au XIXe siècle, et qui amène à avoir le premier geste de résistance, je dirais, c'est de s'appeler par soi-même, d'avoir un graffiti où on met son nom. Et puis, comme par exemple ici, et c'est un graffiti particulièrement rare celui-ci, c'est un autoportrait en même temps, qui vient de la colonie des Douaires, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Cette colonie, c'était une colonie pénitentiaire pour mineurs, et au XIXe siècle, on est mineur à l'âge de moins de 16 ans, et donc on peut être incarcéré dans les maisons centrales de détention à l'âge de moins de 16 ans. Et puis, alors en l'occurrence, on reconnaît aussi, puisqu'on est à Paris, on a la casquette, on a la cigarette et le foulard, c'est un Apache en fait. Donc typiquement, Paulus de Montmartre, il vient de chez nous, si on peut dire, même si moi je suis là. Et puis, on peut avoir des choses beaucoup plus élaborées, comme des tableaux. Et là, en l'occurrence, à Niort, on présente ce tableau qui est vraiment tout à fait typique d'un bagnard qui est très connu, qui s'appelle Francis Lagrange, et qui était un faussaire. Donc Lagrange était très fort pour reproduire l'idée de banque, mais il savait aussi faire des tableaux, et il en a fait tellement à la demande en partie des surveillants et en partie à partir de demandes de clientèle locale, que finalement il est devenu un relégué qui vivait à peu près de son art dans les années 40-50. Voilà. Mais donc, ce dont je voudrais vous parler plus précisément, s'agissant d'une nuit de la lecture, je voudrais insister sur le fait que tous ces objets, en fait, quand on les travaille, quand on essaie de les remettre dans leur contexte, ils nous permettent d'accéder à quelque chose qui est très difficile de trouver dans les archives, qui est l'intimité des prisonniers, leurs perceptions, leurs émotions, leurs intentions, leurs espérances, leurs rêves. Et ce que je voudrais faire maintenant, c'est plutôt vous plonger dans un patrimoine sombre qui est aussi les sources de l'histoire. C'est-à-dire que finalement, comment travaillent les historiens, qu'est-ce qui les différencie des romanciers? C'est qu'en fait, on essaie d'aller chercher des sources dans le passé qui vont nous parler de ce que l'on recherche.
Et donc je vais rester dans un lieu, on va essayer de rentrer dans un lieu qui est à mon avis peu connu, bien que qui est pas assez connu par rapport à l'importance qu'il a, mais le fait est qu'il a été en grande partie ignoré des historiens, c'est Gaillon. Gaillon, c'est un château qui est en cours de restauration, qui a été le premier château Renaissance de France, hein, ce n'est pas Blois, c'est Gaillon, qui a été construit sous l'impulsion de Georges d'Amboise, Georges Ier d'Amboise, qui était le premier conseiller de Louis XII et qui était donc allé en Italie avec Louis XII et qui était revenu en France émerveillé par tout ce qu'il avait vu là-bas. Et donc il a voulu en gros transformer un château que les archevêques de Rouen possédaient déjà à Gaillon en une sorte de merveille qui va devenir en gros leur résidence d'été. Et vous voyez, Gaillon, entre guillemets, à la belle époque, vous avez un château, est-ce que ça fonctionne ça non, ça ne fonctionne pas, non, je ne sais pas, on va se lever. Vous avez le château ici, l'enceinte du château ici, et puis ici ce qu'on appelle les jardins hauts, typiques de la Renaissance, et puis ici les jardins bas. Et j'ai une autre vue aussi, hop, là vous avez la même chose, mais pour vous donner l'échelle, ici vous avez le château, les jardins hauts, et ici tout le parc, hein, pour les chasses, pour les divertissements, etc. Donc vous voyez, les hommes de foi et de religion savaient aussi s'entourer de belles choses. Voilà. Donc c'est pourquoi c'est intéressant, parce qu'effectivement on est au XVIIIe siècle, et que au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, ce château est un lieu où les rois viennent assez souvent. Le XVIIIe siècle, ça commence à décliner. Puis vient la Révolution française, et là, en fait, le château devient un bien national, puisque c'était un bien religieux. Il est revendu à des entrepreneurs privés, comme ça se fait comme souvent. L'État est assez bon, assez mauvais plutôt gestionnaire de son immobilier. Donc il le revend, puis après il dit ah bah oui, mais finalement on aurait pu en avoir besoin. En avoir besoin pourquoi? Pour faire ce qu'on appelle des maisons centrales de force et de détention au XIXe siècle. Donc, parce que, je ne vais pas développer, mais disons en gros, la prison pénale se développe beaucoup à partir du code pénal de 1691 et puis de celui de 1810. Et l'idée, c'est qu'il faut créer des prisons, évidemment, parce qu'on n'en a pas assez. Et c'est une problématique qu'on peut éventuellement retrouver de nos jours. Mais enfin, à l'époque, on dit qu'est-ce qu'on peut bien faire pour avoir notamment des maisons centrales de force. Les maisons centrales de force sont des lieux où on enferme des personnes condamnées à plus d'1 an. Et donc on récupère beaucoup de bâtiments conventuels. Alors, on va faire ça à Clairvaux, on va faire ça à Montfondevraud, à Aix. Et puis pour la Normandie, on va prendre la maison centrale de Beaulieu. Et puis pour, en gros, ce qu'on appelait la Seine inférieure à l'époque, l'Eure, etc., enfin quelques départements, on va prendre l'ancien château de Gaillon. Il va y avoir d'ailleurs un rapport qui est très, très douteux, qui disait oui, les conditions sont idéales, parce que vous voyez un mur d'enceinte, etc. Bon, et du coup, ils reprennent, l'État rachète une ruine finalement, et la transforme en maison centrale donc de force et de détention. Et ça vous donne à peu près ceci, le plan, fin 19e siècle. Vous avez donc ici toujours le château où il y a de la détention, et puis là, un bâtiment, je n'ai pas le temps de développer, mais un bâtiment qui a été reconstruit totalement, notamment par les mineurs. C'est eux qui ont construit ça, ce sont les gamins, dans les années 1850. Et ça va devenir à un moment donné un quartier spécial pour les aliénés, puis ça va redevenir un quartier pour les mineurs. Et je vous en parlerai tout à l'heure quand on lira une lettre ensemble. Donc le château, au temps des peines, ça dure à peu près un siècle, de 1816 à 1925. C'est un siècle de répression, un siècle d'expérimentation aussi, parce qu'il y a plein d'espaces qui vont être différenciés. On va aussi créer une colonie agricole à 3 km de là pour les mineurs, pour les envoyer finalement se former à l'agriculture. Et c'est vraiment un site unique pour une sorte de but témoin de l'histoire carcérale pénitentiaire sur laquelle je travaille depuis maintenant pas mal de temps. Alors, pour vous présenter également la vie en détention, très rapidement, l'objectif de ces prisons au XIXe siècle, c'est de ce qu'on appelle régénérer les détenus. C'est-à-dire qu'ils y rentrent en gros avec des vices et on va les transformer pour qu'ils puissent sortir de prison comme étant devenus des honnêtes personnes. Alors comment on fait pour les régénérer? En tout cas au début du XIXe siècle, on croit beaucoup au pouvoir de la religion, de l'éducation religieuse. Donc dans toutes les prisons, vous trouverez une chapelle et une insistance de l'aumônier pour dire la messe, etc. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, tout le monde n'est pas absolument observant de la religion au XIXe siècle, et notamment dans les campagnes, etc. On trouve que c'est pas terrible. Donc on va vraiment faire un effort sur ce côté-là. Et puis un autre qui va être constant pendant tout le XIXe siècle, contrairement à la religion, c'est le travail. Alors on a vraiment l'idée que la mise au travail des personnes permet de les régénérer, que ça leur apprend les bonnes habitudes, une bonne discipline, et que grâce à ça, eh bien, elles vont être transformées. Voilà. Et il n'y aura pas de récidive
je ne vais pas revenir sur le récit, etc. On va maintenant rentrer dans la question de comment on documente tout ça. Alors nous, ce que l'on fait quand on fait de l'histoire, c'est qu'on va chercher évidemment de la documentation. Et puis, on peut passer de longues journées dans les archives notamment. Et puis, parfois, on rentre le soir, on a ouvert tous les cartons auxquels on avait le droit, parce qu'il y a une limite au nombre de cartons possible, une limite de temps aussi. Et puis, on est déçu parce qu'on n'a rien trouvé. Puis, on se dit, mais bon, c'est pas possible. Et puis, il y a des fois quand même où on est content, on a un coup de chance, en 10 minutes, paf, on trouve un document qu'on n'attendait pas. Et là, je vais vous lire justement un document que je n'attendais pas parce que je l'ai trouvé dans un ouvrage qui n'était pas celui dans lequel j'aurais dû normalement le chercher. Mais d'ailleurs, je ne le cherchais pas, mais je l'ai trouvé, je l'ai récupéré. C'est dans un livre sur les habitués des prisons de Paris. Et dans ce livre sur les habitués des prisons de Paris, qui date de 1890, il y a un poème qui a été écrit par un détenu de la maison centrale de Gaillon. Et donc ce poème, je vais essayer de vous le lire. La centrale. Dès l'arrivée du prisonnier en centrale, c'est un spectacle des plus curieux. Un perruquier qui vous rase à l'eau sale, en vrai faucheur, vous fait tomber les cheveux. Un vieux gardien que réclame la potence, d'un air sévère, vous dit, tout en grognant, « Tâchez de vous taire, et faites-moi silence, videz vos poches, et donnez votre argent. » Il vous saisit, papier à cigarette, pipe et tabac. Adieu, tout est fini. Par le flanc gauche, on file à la baguette, pour prendre un bain qu'a déjà 10 fois servi. Les employés assistent à la toilette, pour vous montrer qu'ils portent des galons, font des manières, et même de l'étiquette. Sous la bigrie, ils font les fanfarons. Ils ont passé par la même filière. Tout comme nous, ils sont bien prisonniers. Sans distinction au casier judiciaire, les camarades ont aussi un dossier. Un surveillant vous fait regarder terre en vous disant « Baissez-vous à moitié ». Il vous palpe et regarde derrière. Dans la maison, c'est l'usage de fouiller. À la visite du médecin, on vous passe, comme un conscrit entrant au régiment. Sitôt 3 francs, vous faites petite masse, en cas de mort pour vos frais d'enterrement. Et de là, aussitôt, on vous mène devant les gros de l'administration. C'est le prétoire, mais cela vous ramène au 5e acte du courrier de Lyon. Vous y voyez, monsieur le directeur, un hypocrite, un âne décoré, et son profil à côté, l'inspecteur, et le plus faux, le plus bas, l'aumônier. À cette place, c'est l'instituteur, mais il n'est pas là à craindre, ma foi. C'est lui qui est l'avocat bêcheur, c'est aussi lui qui a le moindre droit. Le gardien-chef, prenant la parole, d'un ton bourru vous dit « Écoutez !» et des lois vous débitent le code et la manière de l'observer. Ici, il faut écouter les gardes et travailler tout le temps. Il faut marcher quand on est en promenade, et tous les mois n'écrire qu'à ses parents. Tous les matins, au premier son de cloche, il faut se lever et très bien faire son lit. Ne mettez pas les mains dans vos poches, écoutez bien les prières qu'on dit. À l'atelier, suivez les camarades, comme des cervelas, soyez bien alignés. Baissez les yeux si l'on vous regarde, voilà l'ouvrage, il faut travailler. On vous soumet de suite à une tâche qu'il faut faire sous peine de punition. Ici enfin, on est pire qu'un esclave, on ne peut même pas sans permission. Bref, mes amis, s'il fallait vous dire toutes les singeries qu'on fait à la maison, pour le dehors, cela prête à rire, attendez-vous toujours aux punitions. Quelquefois, pour refus d'obéissance, qui n'est pas le délit le moins léger, on vous emmène et d'un air d'importance, à coups de soulier, on vient vous déporter. Allons, amis, ne faites pas de résistance. Faites attention, le gardien est armé. Surtout de lui, n'ayez pas confiance, car chacun sait ce qu'il peut arriver. Et maintenant, ici, je m'arrête. De Gaillon, je garde de bons souvenirs. Si vous y allez, pensez aux oubliettes, où beaucoup vont pour ne plus revenir. Voilà. Donc ce texte, il a été écrit par un détenu qui était un certain Lepage, qui était considéré comme un détenu dangereux, qui était assez connu des prisons de l'époque, et à Poissy, notamment à la maison centrale de Poissy. Il avait tué un gardien, il avait été condamné aux travaux forcés à perpétuité. Voilà. Alors quand on a un texte comme ça, évidemment, là on a gagné la journée. Pourquoi parce qu'on a tout. On a à la fois la description donc, du parcours dans la détention, qui est assez exact en fait. On a évidemment le ressenti du détenu, qui discute de tout cela, qu'évidemment il faut peut-être faire la part des choses. Et puis on a également des indices sur l'importance de la discipline, des informations. Il dit qu'il ne peut écrire qu'une seule fois dans le mois à ses parents, et seulement s'il ne parle pas de la détention. Et ces choses-là, en fait,
on peut ensuite les confronter à d'autres documents, puisque un document seul, ça ne vaut rien en histoire. Ça ne vaut rien. C'est toujours à le comparer à d'autres documents qui fait qu'on va constater qu'il y a des écarts ou au contraire qu'il y a des confirmations de ce qui est dit. Donc voilà pour le premier texte. Et j'ai oublié de préciser quand même que, en général, la lecture, c'est un acte individuel, on lit dans son coin, pour soi, etc. Mais là, quand je fais des lectures à voix haute, évidemment, l'idée, c'est de partager. Donc c'est ce que j'ai fait en lisant. Mais c'est aussi d'échanger. Donc si, à la suite d'un texte, vous avez des remarques ou des questions, il ne faut pas hésiter à entrer justement en interaction. Voilà. Donc est-ce que vous avez des questions sur ce premier texte? Il avait quel âge, vous savez? Non, je ne suis pas allé chercher son registre d'écrou, ce monsieur, donc je n'ai pas l'âge. C'est un adulte, puisqu'il n'est pas précisé que c'est un mineur. Alors c'est une bonne question, l'âge, on peut anticiper un peu, c'est-à-dire que les détenus dans les maisons centrales, comme ce sont, j'ai oublié de préciser, à Gaillon, donc il y a des hommes, mais il y a aussi des femmes, et donc des mineurs. Sur le siècle à peu près que j'ai dit, même si la maison centrale pour femmes s'arrête en 1838, parce qu'elles partent après à Clermont, il y a eu 5000 femmes qui sont passées à Gaillon. Pour ce qui est des hommes, on en compte plus de 37 500, ça s'est arrêté en 1900, et pour les mineurs, 14 000. Donc ça fait quand même pas mal de monde. Ce ne sont pas forcément des très longues peines, sauf pour les femmes, parce qu'en fait les femmes ne sont pas passibles du bagne à l'époque, donc on peut trouver des femmes qui sont condamnées à perpétuité et qui vont se retrouver en fait à Gaillon. Et puis pour ce qui est des hommes, le profil type en gros du condamné au XIXe siècle, c'est comme plutôt des personnes qui sont des agriculteurs, des journaliers, des personnes en fait du petit peuple. Hein. On trouve très peu de personnes qui viennent des hautes classes de la société, un peu comme de nos jours hein, finalement. Et puis les peines ne sont pas très longues. C'est quelques années, comme je dis, sauf exception. Et puis il y a des grâces assez régulièrement. On a toujours l'idée que si une personne est condamnée à 20 ans, elle les exécute. Ben non, en fait, il y a des grâces quand même qui sont assez régulières. J'étais assez étonné d'ailleurs sur Gaillon de voir qu'il y a pas mal de. Chaque année, alors il y a des grâces pour les fêtes, soit les fêtes royales, soit fêtes ensuite du 14 juillet, quand on est en République, où il y a là, effectivement des grâces, mais qui sont données en fonction évidemment de l'attitude des détenus dans la prison. C'est pas complètement en aveugle. Et on sait comment ce texte s'est retrouvé dans les mains de l'administration pénitentiaire. Enfin, le condamné, enfin le prisonnier. Voilà, comment s'est passé de cette cellule à l'administration pénitentiaire. Enfin, il ne l'a pas écrit pour le directeur de la prison. Non, ça il l'a pas écrit pour le directeur. Alors c'est une question très importante évidemment. C'est qu'est-ce qui reste en prison, qu'est-ce qui sort. Et on va le voir tout de suite en fait avec, enfin pas tout de suite, mais dans le deuxième prochain texte, c'est en fait la question de la correspondance. Effectivement. Et là, typiquement, si on l'a, c'est que c'est passé probablement par un médecin. Parce que la personne qui écrit, c'est Émile Laurent, et Émile Laurent est un anthropologue qui a fait un ouvrage sur les habitudes des prisons de Paris. Et donc c'est probablement passé par un biais, et certainement pas par l'administration. Quand ça passe par l'administration, en fait, c'est que c'est retenu. Typiquement, dans la correspondance, hein, le détenu l'a dit, là, il dit bon, je peux écrire une fois par mois, ce qui est vrai, à l'époque où ça a été écrit, donc ça permet de faire une datation relative aussi, parce que ça va évoluer la correspondance. Et à un moment donné, l'administration pénitentiaire va relâcher un peu la bride, va dire bon, ok, vous pouvez écrire toutes les semaines. D'autant que c'est un moyen, là encore, de rétorsion. C'est-à-dire que s'il y a une punition qui est donnée, la punition, ça peut être des punitions de vivre, ça peut être aussi une punition de correspondant. Bah, du coup, vous ne pourrez plus correspondre. Et puis au pire du pire, c'est ce qu'il appelle les oubliettes, c'est-à-dire effectivement, comme dans un ancien château, il y a des cachots qui sont sous terre en fait. Donc là, le texte, je pense, puisque je ne l'ai pas eu en manuscrit, mais je l'ai dans un ouvrage reproduit, il est passé par le biais des médecins. Voilà. Ou le gars l'a écrit a posteriori, c'est possible aussi, mais je n'ai pas assez d'informations pour le savoir. Il y a d'autres documents que je vais montrer où là j'ai des informations très précises. Là, c'est pas très précis, mais c'est suffisamment clair pour que ça vienne de Gaillon et que ça corresponde à peu près à la situation de toutes les maisons centrales du Xe siècle. Si j'ai bien écouté, à un moment, il finit le poème en disant qu'il gardera un bon souvenir de la prison, donc on peut croire qu'il n'y est plus au moment où il a écrit. Et je me suis demandé comment ça se fait que
il garde justement un bon souvenir. Est-ce que vous pourriez dire que c'était pas si horrible? Ça m'étonnerait. Alors, je me suis Ça- demandé ça aussi lui pourquoi intéresse. je me suis demandé effectivement pourquoi il disait ça. En fait, il ajoute quand même, si vous y allez, pensez aux oubliettes, bon, pour ne plus revenir. Donc, lui, c'est-à-dire, lui, il s'en est sorti, mais il y en a peut-être d'autres qui s'en sortent pas, et je peux vous garantir qu'effectivement, il y en a d'autres qui s'en sortent pas, soit qu'ils y décèdent parce qu'il y a des problèmes de conditions d'hygiène, soit parce qu'ils deviennent dérangés psychiquement aussi. Et dans ce cas-là, ils sont transférés au quartier, dans un quartier qui va exister pendant une trentaine d'années à Gaillon. Et puis après, on a qui en sortent, effectivement. Donc, en fait, l'expérience carcérale, je pense qu'il y a au moins une personne dans la salle qui pourrait en témoigner également, elle est vécue très différemment selon les individus, selon la peine que vous avez, selon l'encadrement aussi que vous pouvez avoir à l'extérieur. Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous avez de la famille qui vous attend? J'ai un exemple, c'est une anecdote, c'est un détenu qui rentre, je ne sais plus exactement, en tout cas c'est un détenu qui est intéressant parce qu'il va finir justement au quartier des aliénés. C'est une personne qui dans les années, si je me souviens bien, 1878, est lui aussi un faussaire, un faussaire tellement doué qu'il fait des faux billets de Banque de France. La Banque de France est obligée d'arrêter de faire les billets de main, tellement il y a confusion entre les heures et les signes des gars. Et comme vous le savez probablement, en criminologie, il vaut mieux tuer son conjoint que de s'attaquer à la monnaie. Et donc ce gars-là est arrêté, il passe en jugement et il est condamné à perpétuité. Et au moment où il est condamné à perpétuité, il ne parle plus. On se dit, oh, bon, ouais, tiens, donc on le met en prison, et puis une semaine, 15 jours, 3 semaines, un mois, il ne parle toujours pas. Et donc il y a un médecin qui vient le voir, qui l'examine, qui dit, ah ben non, il doit faire une aphasie. Donc s'il fait une aphasie, ça veut dire qu'il est malade, donc on va le transférer au quartier des Aliénés de Gaillon. Donc il va au quartier des Aliénés de Gaillon, là il compose il fait des compositions musicales pour sa fille qui a été prix de piano au Conservatoire de Paris. Il continue aussi à dessiner, et puis de grâce en grâce, finalement il sort. Il sort, je crois, le 14 juillet 1889, il y a sa femme qui l'attend en face de la prison. Il y va et il dit, ah bonjour, super, on sort. Et là, le directeur, il est stupéfait, il dit, non, mais là, c'est pas possible. En 7 ans, il nous a rien dit, et là, bien joué, en gros. Ils ne peuvent pas évidemment le reprendre en disant, il a simulé. Et c'est le seul cas d'ailleurs que j'ai de détenus qui sortent finalement guéris. Voilà. Alors, on va continuer. Donc, et là, je vais vous montrer donc, un autre document, puisqu'on a vu que ce détenu évoquait justement les questions de discipline et du règlement. Le règlement, il y en a bien. Effectivement, et ce règlement pour les maisons centrales évolue. Et en 1839, il prend un tour vraiment beaucoup plus sévère. Et je vais juste en lire un extrait. On a déjà vu qu'il y avait un problème, qu'on ne pouvait pas correspondre comme ça facilement avec sa famille. Mais il y a d'autres choses aussi qui sont mises en place en mai 1839. Du silence. Alors, évidemment, vous ne pouvez pas lire, mais c'est pas grave parce que vous m'écoutez. Mais en gros, je vais vous lire des extraits de ce document. Document qui était normalement affiché dans la prison. Donc, les détenus étaient censés le connaître, sauf qu'évidemment, vous doutez bien que notamment dans la première moitié du XIXe siècle, les détenus ne savent pas lire. Ils n'écrivent pas, ils ne savent pas lire. Il y a un taux d'illettrisme qui va baisser pendant tout le XIXe siècle, mais malgré tout, au début, c'est forcément le bouche à oreille qui permet de savoir s'il faut faire ou pas. Donc du silence. Article 1er. Le silence est prescrit aux condamnés. En conséquence, il aurait défendu de s'entretenir entre eux, même à voix basse et par signe, dans quelque partie que ce soit de la maison. Sont exceptées de la règle du silence les communications indispensables entre les ouvriers et leurs contremaîtres ou surveillants détenus, à l'occasion de leurs travaux, sous la condition que ces communications auront toujours lieu à voix basse. Donc là, on est quand même dans un lieu où il y a à peu près 1000 détenus, et des dortoirs qui avoisinent quasiment les 100 lits par dortoir. Ensuite, les condamnés ne pourront pas non plus adresser la parole soit aux gardiens, soit aux contremaîtres libres, soit aux agents de l'entreprise générale du service, que dans les cas de nécessité absolue. Et ces communications auront lieu également à voix basse. Du denier de poche. Il est défendu aux condamnés d'avoir de l'argent sur eux. Bon, ça c'est ce qu'il dit. Du vin et des autres liqueurs fermentées. L'usage du vin, de la bière, du cidre ou de toute autre boisson fermentée est expressément interdit aux condamnés. Bon, ça aussi c'est la théorie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en prison, on a aussi un système qu'on appelle la cantine.
La cantine, c'est quoi? C'est la possibilité d'acheter des choses en plus de l'ordinaire, de la nourriture ordinaire, qui est d'ailleurs quand même pas grand-chose au XIXe siècle. Et dans cette cantine, pour Gaillon, en tout cas, je voyais à chaque fois, ce qui venait en premier, c'était quasiment le vin. Ils avaient droit, en gros, à 75 centilitres de vin dans la cantine. Donc là, officiellement, ils n'ont plus droit. Mais en fait, bon, il y a d'autres moyens d'avoir du vin, de même qu'aujourd'hui, il y a plein de moyens d'avoir des choses illicites en prison. Voilà. Du tabac, c'est très important aussi ça. Donc, tour de vis. L'usage du tabac est interdit aux condamnés. Du travail, tout condamné est tenu de faire le travail journalier ou hebdomadaire qui lui a été imposé par l'administration de la maison, et des infractions. Les infractions prévues au présent règlement et aux autres règlements de la maison seront punies, suivant leur gravité, et pendant tout le temps déterminé par le directeur, d'interdiction de promenade dans le préau jusqu'à la réclusion en cachot. Et là, vous avez toute une série en fait, de graduations possibles de la punition, et on instaure, 3 ans après, qu'on va appeler le prétoire disciplinaire, c'est-à-dire en gros un tribunal dans la prison, que vous voyez représenté ici, et c'est un peu ce que disait tout à l'heure le détenu en disant on passe devant le directeur en fait qui fait l'important, et puis il y a l'aumônier qui est vraiment qui est faux comme tout, et puis l'instituteur qui nous défend mais de toute façon qui n'a aucun droit. Voilà. Et le fait est qu'il n'y a pas d'avocat évidemment pour les détenus en prison à cette époque-là, et donc le détenu doit se défendre à peu près tout seul. Celui qui joue le rôle du procureur, c'est le gardien-chef. Et donc les infractions commises, en général, suscitent assez peu de sursis. En fait, les détenus sont gérés en fonction de leurs antécédents aussi. Alors les infractions, ça peut aller j'ai vu ça dans le registre de punition à Gaillon, ils jouent au dé pendant la messe, par exemple, et hop, bon, ça c'est cachot direct, ainsi de suite, d'accord. Et les infractions les plus courantes, à partir de ce règlement, ça va être quoi? Ça va être de parler. Parce qu'il est quasiment impossible d'avoir des personnes dans des ateliers qui font en plus un boucan d'enfer pour les surveiller, etc. C'est très compliqué. Et puis dans les déplacements aussi. Et puis dans les préaux, lorsqu'ils sont en promenade, c'est très compliqué qu'ils ne se fassent pas des jets ou qu'ils ne discutent pas entre eux. Donc tout ça, après, c'est à la discrétion des agents pénitentiaires. Soit ils sanctionnent, soit ils ne sanctionnent pas. Et c'est aussi un moyen d'avoir des relations avec tout ce que le deuxième directeur de la prison va appeler la police secrète, c'est-à-dire d'avoir des détenus qui sont des agents de renseignement. Donc eux, ils peuvent parler un petit peu, ils ont des petits avantages, en même temps ils renseignent pour prévenir les émeutes, pour prévenir les mauvais coups, etc. Ça existait à l'époque, et ça existe encore de nos jours. Alors, qui sont les détenus? Je vous l'ai déjà dit à peu près, mais comment on peut les connaître finalement? On a quand même un moyen de les connaître, c'est ce qu'on appelle les registres d'écrou. C'est-à-dire qu'on ne va pas de manière arbitraire dans les prisons, on n'est pas en dictature. Donc il y a un acte légal. D'abord, il y a le fait qu'il faut que vous soyez condamné. On ne vous met pas en détention si vous n'avez pas été condamné à quelque chose. C'est un acquis de la Révolution française. Et puis quand vous rentrez en prison, que vous êtes présenté à la prison, vous venez en général accompagné de gendarmes, c'est ce qu'on appelle une prise de corps sur vous, et le gendarme présente le détenu au greffier, et là, bon, on ne peut pas lire, mais je vous présenterai l'autre après. Et le greffier, lui, ouvre un très grand livre, un in-folio, comme ça, avec des pages qui sont à peu près formées de la même manière, vous voyez, avec des colonnes. Et sur ces colonnes, en fait, on a des renseignements qui sont extrêmement normés, qui donnent le nom de la personne, sa date de naissance, sa description signalétique, avec parfois des caractéristiques qui vont être de plus en plus développées. Là, on n'a pas d'empreinte digitale, mais au XXe siècle, on aura les empreintes digitales. Et puis à partir des années 1840, on verra aussi également signaler les tatouages, par exemple, tous les signes particuliers qui permettent d'identifier la personne. Et je vais en prendre un, évidemment pas complètement au hasard, qui m'intéresse, qui est le dernier de la liste, qui s'appelle Troncin, ici. Et là, quand on voit à peine mieux, j'espère le lire avec vous sur l'écran, c'est pas évident. Troncin, en fait, c'est un ouvrier de Paris qui a été condamné pour coalition d'ouvriers en 1840. Alors, coalition d'ouvriers, ça veut dire quoi? C'était une personne qui était républicain, donc déjà des républicains en 1840, c'est pas bon. Et en plus, il s'opposait à la constitution du livret d'ouvriers, qui obligeait les ouvriers justement à avoir un livret qui disait partout où ils étaient passés, pour qu'on puisse un peu mieux les surveiller. Donc, au résultat de ça, il avait eu, je crois, 5 ans de prison, donc en maison centrale. Et là encore, ça repose exactement la question qu'on a posée tout à l'heure, mais d'où vient finalement ce poème? C'est que Troncin est quelqu'un qui a, entre guillemets, un réseau, c'est-à-dire qu'il y a des alliés dans la maison centrale,
et qui va pouvoir écrire à sa femme, Ludivine, et les lettres, on les connaît parce qu'elles ont été publiées. Donc si les lettres ont été publiées, c'est clairement pas l'administration pénitentiaire qui les a laissées passer. Donc ça veut dire que soit il avait des amis qui ont pu sortir avec les lettres, soit plus probablement il y avait carrément des gardiens qui étaient d'accord pour laisser passer les lettres et qu'elles sortent bien relativement libres. Donc Troncin était incarcéré le 7 février 1841 à Gaillon. Il est sorti le 24 décembre et malheureusement il est décédé quelques jours après. Et donc il a écrit, c'est un ouvrier tailleur, il a écrit plusieurs lettres à sa femme, notamment en 1842. Et donc il était dans un dortoir, donc comme décrit dans l'autre lettre aussi. Alors les dortoirs, de nos jours, il n'en reste plus rien de la configuration de ce que pouvait être un dortoir. Donc ça c'est un dortoir à Gaillon. Et pour se faire une idée, on peut, comme l'avantage c'est que les conditions de détention évoluent assez lentement au XIXe siècle, on peut comparer avec la maison d'arrêt de Strasbourg. En fait, vous voyez un dortoir, ce sont des lits alignés comme ça, quasiment à perte de vue, dans lequel on est censé avoir l'autorité sur les détenus, qui ne parlent pas, qui ne discutent pas, et qui n'ont aucun trafic la nuit de quoi que ce soit. Donc voilà ce que dit Troncin à sa femme. Il faudrait être des colosses de santé pour résister à la vie qu'on nous a faite. Il y a ici des hommes qui se désespèrent, et cela ne dure pas longtemps. La maladie les abat, la mort les délivre. Je couche dans un dortoir où nous sommes 70. Juge si l'on peut se reposer. Bien que la parole y soit interdite, comme partout, je crois avoir dit qu'on impose un silence absolu, il y a des choses qu'il est impossible d'empêcher, comme de tousser, cracher, vomir, et satisfaire aux autres besoins du corps. Et tout cela se fait sous vos yeux. C'est odieux. C'est pour moi le comble de la répulsion. Il y a avec cela une vermine qui grouille et la plus immonde. Des soldats qui montent la garde à tous les guichets, et dont on entend le pas lourd et monotone sur les planches des couloirs, et bien d'autres désagréments que je ne peux te détailler. Donc dans cet extrait de lettre, on a des informations intéressantes, au moins deux. C'est que ça confirme la mise en application du texte réglementaire, la parole interdite. Et ça, pourquoi c'est important pour nous? Parce que le piège de tout ce qui relève de la légalité, en fait, c'est de prendre les textes au mot. C'est-à-dire, on a un code pénal, donc il est appliqué, on a des règlements, donc ils sont appliqués. En fait, ça ne fonctionne pas là comme ça dans la vie. Et vous le savez aussi, c'est le cas de nos jours. Donc, quand on fait de l'histoire, il ne faut pas qu'on soit dupe du règlement en disant ah oui, bon, il y a cette chose-là qui est appliquée, et à contrario, il y a des choses qui ne sont pas dans le règlement, donc elles ne sont jamais appliquées. Donc, on a ici un recoupement finalement entre la lettre et puis le règlement. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est une information sur l'environnement sonore, que évidemment on ne peut pas deviner lorsqu'on se promène de nos jours dans les dortoirs de Gaillon. C'est le fait que finalement les détenus, comme ils ont que ça à faire, ils ont une capacité d'observation importante, même si on leur bouche en partie la vue par des grilles, par des volets, etc., il leur reste l'ouïe. Et comme ils entendent, ce qu'ils entendent c'est quoi? C'est le pas des chaussures des gardiens, qui sont évidemment pas les mêmes que les sabots des détenus. Et donc, non seulement ils reconnaissent le pas d'un soldat, mais ils sont même parfois capables tout à fait de reconnaître qui vient en fonction de la fréquence du pas, de la manière de se déplacer, etc. Donc cette question de l'observation, elle est évidemment intéressante. Donc c'était la lettre de Troncin. Et le résultat de toute cette question de discipline, c'est qu'en fait, c'est pour aussi l'administration pénitentiaire un moyen de régénération pour la discipline. C'est-à-dire qu'on va mettre en place ce qu'on va appeler une comptabilité morale, très rapidement, de bons et de mauvais points. C'est-à-dire que le détenu qui se comporte bien va bénéficier d'un système de récompense, qui va jusqu'à avoir donc soit un petit peu plus de nourriture, soit des galons qui vont leur permettre d'être des prévôts. Alors les prévôts, qu'est-ce que c'est? Les chefs de chambrée. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'administration pénitentiaire, pendant tout le XIXe siècle, et une partie du XXe, aujourd'hui, non, c'est différent, elle est en sous-effectif, mais très 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 important. Dans une prison comme ça de à peu près 1000 détenus, vous pouvez avoir 30 gardiens, et parfois moins. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que l'administration, elle délègue en fait à des détenus de confiance des opérations. Et elle peut déléguer jusqu'à loin. Je vous ai montré tout à l'heure un registre de greffe. Parfois, le commis aux écritures, c'est un détenu qui sait écrire. Parce que les gardiens n'étant pas formés, étant souvent d'anciens militaires, parfois ils ne savent même pas ni lire ni écrire. Donc parfois, on peut arriver à des cas où c'est quasiment les détenus qui tiennent la détention. Donc tout ce système existe parce qu'on appelle
la statistique morale. Et là, en fait, vous avez un bulletin de statistique morale qui vient de Gaillon, mais que j'ai retrouvé, non pas dans les archives départementales de Gaillon, parce que beaucoup de choses ont été détruites, mais que j'ai récupéré grâce à un transfert, parce que les détenus sont à un endroit, et très souvent ça circule aussi. C'est-à-dire que quand le détenu, notamment, se comporte mal, qu'il est incorrigible, eh ben, qu'est-ce que fait l'administration pénitentiaire? Elle le déplace. Et là, en l'occurrence, c'est un bulletin de statistique morale d'un mineur, dont son nom importe peu, où on voit lister ici toutes les petites infractions de la discipline qu'il a commises, et puis là, on regarde les punitions qu'il a eues. Donc, les punitions, ça peut être des retenues sur ce qu'on appelle le pécule, puisque les détenus travaillent, ils récupèrent de l'argent, donc on peut leur retirer de l'argent sur ce que le peu qu'ils gagnent. On peut, je l'ai dit, retirer la portion de nourriture, même si à la fin du XXe siècle, ça commence à être plutôt officiellement interdit. Et puis, ils peuvent faire de la cellule. Voilà, ils peuvent aller en cellule. À me dire, ah bon, de la cellule? Et vous auriez raison d'être étonné. Pourquoi, ah bon, un détenu qui va en cellule, c'est une punition? En plus, isolé. Hein, je rappelle que c'est quand même une revendication de nos jours, de mettre un détenu en cellule. Alors pourquoi c'est une punition au XIXe siècle? Ouais. Parce qu'avant, souvent c'était des anciens châteaux ou églises, il n'y avait pas de cellules pour individuels, donc on les mettait dans le dortoir. Puis il y avait des discussions entre le système Auburn et le système Pennsylvania. Ça fait qu'on pas. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, l'encellulement individuel, jusqu'en 1875 au moins, est considéré comme étant une peine plus dure que d'être incarcéré en dortoir, en lieu collectif. De nos jours, c'est exactement l'inverse. D'accord ? Donc il faut bien faire attention aussi, quand on fait de l'histoire, à l'évolution des sensibilités. Et typiquement, là, la punition de cellule, là, ils se diraient, ouais, super, on va être enfin isolé. Mais en réalité, au XIXe siècle, ça ne plaît pas du tout. Et ça ne plaît tellement pas qu'on a des cas justement de personnes qui perdent leur esprit parce qu'ils sont isolés en cellule. Il faut reconnaître qu'à Gaillon, parfois on isole des mois, et puis comme c'est dans les cachots qui sont dessous, donc à l'aveugle, ça peut quand même perturber un peu. Alors là, c'est un jeune détenu qui est incarcéré à Aix. Bon, je ne vais pas développer. Aix est une colonie pénitentiaire qui a été créée à la fin du XXe siècle dans une ancienne maison centrale, on est dans le Lot-et-Garonne. Mais c'est un détenu qui vient donc de Gaillon. Et à Gaillon, vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il y avait les jardins hauts. Et les jardins hauts, ils ont été transformés en colonies correctionnelles. Alors qu'est-ce que c'est qu'une colonie correctionnelle? C'est pour les plus durs des mineurs. D'accord? Donc ça veut dire que le régime il est un petit peu plus sévère encore qu'ailleurs. Et on y a construit ce qu'on appelle des cages à poules. C'est-à-dire que comme on veut développer le système cellulaire mais qu'on n'a pas les moyens, eh bien une fois de plus on trouve une ruse, hein, ça sera en gros l'équivalent des préfabriqués de nos jours. Donc en plus c'est le détenu qui les fabrique, donc c'est carrément bien. C'est des grandes planches comme ça, hein, avec des portes, et puis un système de grillage. Et puis, alors là on ne le voit pas, mais normalement on a un système de planches qui permet, lorsque les portes sont fermées, de toutes les verrouiller d'un seul coup. D'accord? Alors, on n'est pas à Gaillon, parce qu'à Gaillon elles ne sont pas conservées. On est ici à Cadillac, au château des Ducs d'Aiguillon. Et dans les sous-pentes du château, la conservatrice de l'époque a eu la bonne idée de conserver les cages à poules pour vous montrer un petit peu ce que c'était. Et je vais vous lire un extrait d'une lettre d'un jeune détenu de Gaillon, donc, qui est enfermé dans les cages à poules en 1910. Et pour vous dire qui est ce détenu, qu'on va appeler Raymond, c'est un manœuvre de profession. Et il a été condamné le 30 décembre 1907, à l'âge de 14 ans, par le tribunal correctionnel de La Roche-sur-Yon pour vagabondage. Et en fait, quand je dis condamné, je me trompe, il a été acquitté. Il a été acquitté, je vous expliquerai si vous voulez, acquitté pour vagabondage et donc envoyé en conséquence en maison d'éducation correctionnelle jusqu'à l'âge de 20 ans. Alors, en 1907. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, acquitté mais envoyé en maison de correction? C'est qu'en fait, on considère qu'il n'est pas lucide, il ne sait pas ce qu'il a fait, il ne savait pas que c'était mal, le pauvre garçon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas le punir, on ne va pas l'envoyer en prison en tant que punition, on va l'envoyer en maison de correction en tant que régime d'éducation. Et comme ses parents sont considérés comme déficients, etc., bah, on va avoir la gentillesse de l'envoyer jusqu'à l'âge de sa majorité, non pas pénale mais civile, donc 20 ans révolus. Et c'est donc dans son parcours, en différentes maisons de correction, qu'il a connu la colonie pénitentiaire de Gaillon, correctionnelle,
situé sur les jardins hauts. Et là, le 18 avril 1910, il se passe quelque chose. C'est que les colons ont décidé de mettre le feu à leur dortoir. Et ils y arrivent, et ils y arrivent tellement bien qu'en fait tout le quartier est détruit. Et que faire des détenus? On décide de les transférer à Paris. Et on les transfère où? On les transfère à la prison de la Petite Roquette. Et à la Petite Roquette, en fait, les gamins ont le droit d'écrire à leurs parents pour dire en fait, en gros, ce qui s'est passé. Et donc la lettre que je vais lire maintenant a été écrite effectivement dès le lendemain de l'arrivée de Raymond à la Petite Roquette, mais celle-ci, si je peux vous la lire, c'est parce que précisément elle n'a jamais arrivé aux parents. Parce que j'ai l'original. D'accord? Et l'original, il a été retrouvé dans le coffre d'une maison de campagne d'un ancien directeur de la Petite Roquette. D'accord? Donc ça veut dire que le directeur a dit non, celle-là, elle ne passe pas. Donc, je vais vous la lire. Chers parents, quelle surprise pour vous quand vous allez recevoir ma lettre. Je suis à Paris, à la Petite Roquette, car à la colline Gaillon, il y a eu le feu, et tout mon dortoir a brûlé. Il était -5 pour nous qui étions dedans, un quart d'heure de plus, et nous étions grillés. Que je suis content d'être parti de cette maison de souffrance, car je me suis si souvent révolté, parce que j'étais frappé, martyrisé, mangeant plus souvent du pain sec que d'autres choses, et quand j'étais pas content, il y avait la trique. Si, quand vous êtes venu me voir à Gaillon, vous avez constaté tous les mauvais renseignements que j'avais, voilà le motif. À Gaillon, pour un rien, nous sommes assommés, et même j'en porte les marques. Alors nous nous défendons, et quand ils voient cela, ils viennent à 5 ou 6 gardiens. Alors là, contre la force, il n'y a plus de résistance. Nous ne tapons plus, nous menaçons. Si c'est devant les autres, cela est motivé. Comme excitation à la révolte, menace, injure. Mais ils ne disent pas que c'est eux qui commencent. Sur mes lettres, comme je vous ai écrit, j'ai été forcé de vous dire que j'étais bien, car mes lettres ne vous seraient pas parvenues. Aussi, vous ne vous occupiez pas de mes lettres quand je vous disais de me faire changer de colonie. Vous croyiez que j'étais heureux. Ah, chers parents, le jour où l'on m'a dit que je partais de Gaillon pour venir à la Petite Roquette, je sautais de joie. Je croyais être au paradis. À Gaillon, colonie malheur, il y avait 14 mois que j'y étais. Ça faisait 12 mois que je passais en cellule, tous les jours frappé ou menacé. Et il est évident que je me défendais ou que je menaçais. Et voilà pourquoi j'avais si mauvaise conduite. À la Petite Roquette, je suis très bien. Il n'y a que 2 jours que j'y suis, mais je vois que c'est un paradis auprès de Gaillon. Nous sommes dirigés avec douceur. Aussi, chers parents, je voudrais y rester. Il me reste 34 mois. Je préférerais les faire ici en cellule, comme je suis, que de retourner à Gaillon. Malheureusement, cela ne se pourra pas. Il faudra que je retourne me faire assommer à Gaillon quand tout sera réparé. Tous mes camarades pensent comme moi. Ils voudraient bien rester à la Petite Roquette. Aussi, chers parents, je vous demanderai d'écrire à monsieur le ministre de l'Intérieur qui réside à Paris pour lui demander de me faire rester à la Petite Roquette. Expliquez bien mon cas. Ne me répondez pas. Nous ne pouvons pas car vous me navrez le cœur. À la Petite Roquette, monsieur le directeur nous a parlé. Et ce n'est pas à Gaillon qu'on nous aura encouragé de la sorte, à nous tenir tranquilles. À Gaillon, on nous disait, si vous bronchez, la trique. Et là, le long du couloir sera rempli de votre sang. Encore une fois, voilà les belles paroles. Je n'ai jamais parlé d'une colonie où il y a souvent de révoltes. Depuis que j'y suis, il y a eu 2 révoltes, 3 tentatives de révolte, une tentative d'assassinat, et il n'y a que 18 mois qu'elle est ouverte. Vois quelle colonie, quels enfants, quels faits. Enfin, chers parents, remuez-moi le cœur. Faites-moi savoir que vous vous occupez de moi, pour que je ne retourne plus à Gaillon, car là, jamais, je ne ferai rien de bon. Ou faudrait que je me laisse frapper sans rien dire, mais ce ne sont pas mes intentions. Quand nous rentrons en cellule à Gaillon, nous avons 15 jours de pain sec de rigueur, c'est-à-dire qu'il faut passer 15 jours avec 700 grammes de pain sec et 3 quarts d'eau par jour. Après 15 pains secs, c'est-à-dire 750 grammes et une soupe et 3 quarts d'eau. Ensuite 15 jours au demi-pain sec, c'est-à-dire avec 2 gamelles chaque jour et 3 quarts d'eau. Ensuite nous avons 3 gamelles et 750 grammes de pain couchés sur la planche pendant le temps qu'il nous faut avoir nos 3 gamelles, c'est-à-dire 45 jours. Que de fois j'ai souffert avec les fers aux pieds, les mains attachées avec des menottes. Les surveillants trouvaient moyen de venir me frapper malgré cette situation. Ah oui, chers parents, heureusement que mes intentions n'étaient pas guidées pour le bagne, ou sans cela j'y serais. Comme vous le savez, mes intentions sont de m'engager pour faire un autre honnête homme. Par conséquent, aidez-moi. Enfin, je compte sur vous, car pauvres parents, j'ai besoin de vous pour me consoler, autrement je mourrai de douleur. J'ai le cœur soulagé, que vous allez être de même,
je vous embrasse de tout mon cœur et je ne vous oublierai jamais. Votre fils qui vous aime, Raymond. Voilà. Bon, alors évidemment, quand on lit ce genre de lettres, on est un peu ému parce qu'on sait que c'est la situation effectivement de ce qui se passe à Gaillon. Là, pour le coup, vous avez un règlement, et puis vous avez des sévices corporels qui sont complètement interdits depuis la fin du XIXe siècle, qui sont maintenus. Vous avez des sévices, des privations de vivre qui sont interdits également, et vous avez des mises en cellule d'une durée incroyable qui sont totalement interdites également. Voilà. Et ça, c'est pas l'administration qui va le dire, évidemment. Ce ne sont pas non plus les enquêtes administratives, même si elles peuvent parfois avoir des choses, mais c'est bien, en fait, à chaque fois qu'il y a un accident, un gros accident de fonctionnement, on peut lever une partie de la cocotte minute et s'apercevoir qu'il se passe des choses. Est-ce que vous avez des questions sur cette... Oui. Il y a quelque chose d'étonnant, moi je trouve, c'est eu égard au parcours de ce jeune, il écrit admirablement bien. On aimerait bien que les étudiants à l'université. En plus, il y en a où il y a des fautes, mais c'est vrai qu'en tout cas en qualité d'expression, c'est stupéfiant. Et de graphie aussi. Et de graphie, vous voyez. Bon, ils ont une écriture bien normée. Bon, il y en a, c'est pas toujours le cas, mais quand même, globalement, tu as des lettres qui sont vraiment très très étonnantes. Et juste un petit détail pour savoir ce qu'est devenu, parce que moi je cherche à savoir ce qu'était devenu Raymond, évidemment. Donc, en fait, il n'a pas eu trop de chance, parce que, d'abord, évidemment, il est retourné à Gaillon. Ça, il s'y attendait. Et j'ai peu d'informations, je sais juste qu'il est décédé, entre guillemets, par accident, en 1914, donc très peu de temps après, en position militaire, mais à la caserne d'Ancenis, en Loire-Atlantique, qui abritait le 64e régiment d'infanterie, et j'ai pas plus de détails. Donc ces vies aussi sont des vies cabossées en fait. Quand ça commence mal, il est rare que ça finisse bien. Il y en a quelques-uns qui s'en sortent, mais c'est quand même assez compliqué. Et moi, ce qui me touche aussi beaucoup, c'est l'affection qu'il a pour ses parents. Les énormes attentes qu'il a, et puis le retour d'affection qu'il leur fait, et qui n'est probablement pas forcément symétrique. Je l'ai vérifié, beaucoup de gamins se plaignent qui n'ont pas de nouvelles de leurs parents. Et quand ils s'évadent d'ailleurs, ils n'ont pas de problème pour les retrouver, les gendarmes. Ils vont chez les parents. Les gamins retournent chez leurs parents. En fait. Ils demandent cette affection, ils demandent cette protection que assez souvent, finalement, ils n'ont pas. Excusez-moi, vous disiez qu'ils avaient le droit d'écrire à leurs parents une seule fois par mois. Mais est-ce que dans le sens retour, c'était possible qu'ils reçoivent du courrier plusieurs fois par mois, si jamais les parents étaient aimants? La distribution de courrier, elle n'était pas très courante non plus, mais ça progresse quand même. Là, on a une époque où ils ont le droit à plus d'une fois par mois. Et par contre, c'est toujours conditionné à leur bonne conduite. S'ils n'ont pas de bonne conduite, ils ne peuvent pas écrire. Et puis, s'ils n'écrivent pas ce qu'il faut, la lettre est retenue. Ah, voilà. Ils peuvent recevoir. Ils peuvent recevoir, mais ils reçoivent aussi la lettre et il faut qu'elle soit correcte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle évoque non plus les conditions de détention. Donc, après, c'est compliqué, il faut faire des périphrases, il y en a qui inventent aussi des codes, enfin voilà. Et est-ce que le détenu sait que son courrier n'est pas parti? Non. 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 Mais lui, il n'a commis aucune faute. Ben non, puisqu'il est en éducation correctionnelle. Enfin, il est d'abord en éducation, on va dire pénitentiaire. Comme on considère qu'il se comporte mal dans l'établissement, petit à petit, il va dans des établissements de plus en plus durs et il échoue à la colonie correctionnelle. Où là, les conditions sont difficiles, en particulier en 1910, parce que la loi a changé en 1906. La majorité pénale a été remontée à 18 ans. Et donc, on envoie dans les colonies pénitentiaires des gamins, entre guillemets, qui ont entre 16 et 18 ans, qui n'est pas du tout le même public que les moins de 16 ans. Et donc, ceux-là sont des durs, beaucoup plus durs en termes de régime disciplinaire. Et les colonies pénitentiaires commencent à exploser, en fait, par le nombre de mutineries, d'actes de violence aussi entre jeunes, parce qu'ils ne sont pas tendres entre eux. Donc, il y a des groupes qui se forment, etc. Tout ce qu'on connaît de nos jours, évidemment, existait déjà. Et donc, il est compliqué de tenir sa place là-dedans. Donc, si vous voulez, je crois qu'on est à peu près dans les temps. Donc, on va terminer cette première partie avec un document que j'avais trouvé et qu'un collègue m'a aidé à exploiter. C'était en fait, cette fois-ci, une chanson sur Gaillon. Et cette chanson, il n'était pas indiqué d'air, j'avais juste les paroles. Alors je me suis dit, comment je vais faire, etc. On a la rime, mais sur quel air?
Et donc, on a un collègue dans l'équipe Criminocorpus, qui est notre barbe, si je puis dire, qui est un collègue, un ancien professeur de mathématiques, mais c'est pas pour ça qu'on l'apprécie, c'est parce qu'il est joueur de vielle à roue. Et donc, sa spécialité, c'est les complaintes criminelles, les chansons qui étaient chantées sur des affaires criminelles au XIXe siècle, et qui ont été chantées en fait jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Et j'y reviendrai aux complaintes criminelles, parce que j'en aurai une pour la deuxième partie de la soirée. Et donc, je lui ai donné ce texte, et puis il m'a renvoyé, ce texte interprété donc, à la vielle à roue, et on va l'entendre maintenant. Gaillot, j'avais 20 ans, réduit à la misère, à la roquette, je me vis prisonnier. Malgré mes pleurs, mes plaintes, mes prières, c'est à Gaillot que je fus transféré par des gardiens que personne n'estime. Combien de fois je me suis vu frapper. Ces hommes enfin n'aiment que le crime, ah si les morts pouvaient se réveiller. Ces hommes enfin n'aiment que le crime, ah si les morts pouvaient se réveiller. Voilà. Et donc ça continue dans un cachot à 110 pieds sous terre. 70 jours, j'ai souffert le martyre, le gardien chef me fit mettre les fers, par souverain, il me fit obéir. Donc, vous voyez que la documentation, en fait, elle peut être relativement sèche, c'est un règlement, mais on peut aussi aller assez loin dans une approche sensible de la détention quand on trouve ce genre de documents. Voilà. Donc ça, c'était pour la première partie, donc la guillotine tombe. Et puis, je vais vous parler de la... On va aborder peut-être la deuxième partie de la soirée, si vous n'avez pas de questions particulières sur cette première partie. Est-ce que vous avez une idée de la proportion de détenus politiques? Alors la proportion, je ne pourrais pas vous la donner, mais elle est liée aux événements politiques. Ça, vous en avez beaucoup. Justement, là on avait Tronçin, dans les années 1840 il y en a, après 1852 il y en a beaucoup aussi, c'est le moment où on a quasiment plus, et puis on va en retrouver aussi à la fin du XIXe siècle, notamment avec toute la mouvance anarchiste. Mais la tendance quand même, ça va être de résorber en fait la notion de détenu politique. Alors, je n'ai même pas mis notre magnifique collègue avec son instrument. Vous allez en avoir aussi beaucoup à la fin du XXe siècle, mais on va beaucoup contester la notion de détenu politique. C'est comme ceux qui vont être déportés, notamment dans les bagnes. On ne reconnaîtra pas la qualité de politique. Pourquoi c'est une qualité? Parce qu'en fait, les conditions d'incarcération ne sont pas les mêmes. Les politiques ont droit à l'enseignement collectif, ils ont le droit de lire des journaux, ils ont le droit de se réunir, ils ont le droit de discuter entre eux. Et donc, ce sont des conditions considérées comme étant évidemment meilleures que celles de droit commun. Mais la tendance de fond va être d'essayer de faire passer les politiques pour des droits communs. Maintenant, vous avez volé, vous avez mis une bombe, vous n'êtes pas des politiques. Est-ce que dans tes sources, tu as des carnets de visiteurs de prison ou des témoignages de visiteurs de prison? Alors pour le XIXe siècle, non, j'ai les commissions de surveillance qui nous peuvent parfois donner des informations un peu différentes de celles de l'administration. Mais à Lyon, par exemple, il n'y a pas de visiteurs de prison. Non, il n'y a pas de visiteurs de prison là, parce qu'en fait c'est une prison vraiment un ancien modèle. Ça s'arrête en 1900. Au même moment. Ouais, ça s'arrête en 1900, donc il y a des visiteurs uniques qui font des inspections au temps des philanthropes. Notamment Barbé Marbois passera plusieurs fois, et il dit bien que quand il vient, c'est pas le directeur qui lui dit ce qu'il faut faire. Il a un déplacement à peu près libre, sauf que je me doute bien que comme il est annoncé, on range un peu à peu près les choses comme il faut, comme on le fait toujours, mais d'ailleurs pas qu'en prison d'ailleurs. Mais malgré tout, il peut interroger des détenus. Il rencontre des détenus dont il parle, qui font des récriminations, notamment un qui est un gamin qui dit c'est le seul qui n'a pas accepté sa peine. Et il dit bon il a été en fait puni, je crois, à 7 ans de réclusion parce qu'il a volé des noix. Donc, on est en 1837. Alors c'est le cas, voilà. Donc attention, quand on sort un cas, c'est pas la norme. Si Barbé Marbois s'en étonne à l'époque,
c'est bien que c'est pas tout à fait logique non plus. D'accord. Donc il faut bien faire attention aussi à, quand on fait l'histoire, à ne pas prendre les cas un peu particuliers comme étant des généralités. Je l'ai dit, la généralité, la maison centrale de Gaillon, si je me place au milieu du XIXe siècle, on a 90% de la population des mineurs, qui représente à peu près la moitié de la population de la maison centrale, qui sont là en éducation, donc qui ont été acquittés. Ils n'ont pas été condamnés, ils ont été acquittés. Et pourtant, ils vont être. En fait, on s'aperçoit qu'ils sont surpénalisés par rapport aux adultes. Les mineurs font des temps de prison plus longs que les adultes au XIXe siècle dans ces circonstances-là. Et comment on retrouvé cette chanson? Alors, celle-ci, c'est pareil, celle-ci, c'est sur un imprimé que je l'ai retrouvée. Dans un ouvrage consacré aux prisons de Paris, paf, je vois tout à coup une chanson qui est pour Gaillon. Oui. Mais dans le cadre des mineurs, y avait-il, par exemple, un système éducationnel différent? Enfin, il y avait au moins une perspective de cet endroit-là, où ils étaient considérés comme des prisonniers non. que les autres? Non, c'est vraiment jamais des détenus, ils n'ont jamais été considérés comme des détenus comme les autres, comme les adultes. Et donc très très tôt, on a dénoncé le fait qu'on puisse les mettre en prison. D'emblée, on a cherché à faire des quartiers séparés. C'est ce que j'expliquais sur Gaillon, en fait. Comme la population des jeunes détenus augmente, parce qu'on pense que c'est pour leur bien. En fait, l'idée au début, pour les jeunes détenus, c'est en 1832, on a un ministre qui dit une maison, en gros une prison ne sera jamais un lieu d'éducation pour les mineurs. Donc il faudrait les placer à l'extérieur pour leur donner un métier, pour leur trouver des bonnes familles, etc. Donc super. Sauf que ça ne suit pas. Il devait y avoir des sociétés de philanthropie, de placement de mineurs qui se mettent en place, et elles ne se mettent pas en place. Mais eux, les juges, ce qu'ils ont compris, c'est que, ok, on peut faire ça. Donc ils vont beaucoup acquitter, et comme l'administration pénitentiaire n'arrive pas à les placer, on les retrouve en prison. Résultat, en prison, les directeurs de prison disent, ah non, mais qu'est-ce qu'on fait de cette population mineure? Donc ils essaient de faire des quartiers séparés, et à Gaillon, comme il se retrouvait un grand nombre de mineurs, ça ne marche pas, donc ils leur font construire un quartier. Moi j'étais stupéfait, ce sont les mineurs qui ont construit leur quartier. Quand je dis un quartier, c'est un bâtiment séparé, 130 mètres de long, 10 mètres de profondeur, sur 3 étages. Et ils sont encadrés par qui? Par les détenus adultes. Donc, parce que l'administration pénitentiaire n'ayant pas les moyens de faire intervenir des entrepreneurs privés, elle fait ça finalement en régie interne. Et l'idée, ensuite, c'est pas un quartier séparé, c'est la colonie agricole. Vraiment le grand modèle de l'anti-prison au XIXe siècle, c'est la colonie agricole. Nous, on voit ça maintenant, parce qu'il y a beaucoup de collègues qui ont travaillé dessus, comme étant l'équivalent, mais en réalité, c'est vraiment le contre-modèle. Et d'ailleurs, l'administration pénitentiaire s'en vante. Elle dit, ouais, mais nous, nos mineurs, on les a envoyés à la colonie agricole Les Douairs. Là, j'ai pas de photos, mais disons, c'était un établissement vraiment fait à part, à 3 km de là, sur un plateau agricole. Et il n'y avait pas de mur d'enceinte, il n'y avait pas de barbelé. Les gamins pouvaient sortir. Ils le disaient d'ailleurs, nos gamins, ils peuvent sortir. C'est donc bien qu'ils sont bien chez nous, puisqu'ils partent pas. En réalité, s'ils partaient, on sonnait la cloche. Et puis il y avait 25 francs de prime de capture si jamais un habitant pouvait récupérer les gamins. Donc en fait, ils ne s'échappaient pas, effectivement. Ils essayaient parfois, mais comme j'ai dit, de toute façon, ils allaient chez leurs parents. Donc on savait pas trop les retrouver. Oui. Une question, merci pour les témoignages des jeunes hommes. Qu'en est-il des femmes? Est-ce que vous avez récupéré des choses de jeunes filles? Et deuxième question, est-ce que vous avez observé dans peut-être leur correspondance des témoignages de camaraderie? Parce que là, c'est souvent une personne qui a avec ses parents, mais il n'y a pas de. Enfin, il n'a pas semblé entendre de souvenirs de camaraderie, alors sans que ce soit évidemment en centre de loisirs, je m'en garderais bien, mais en tout cas, peut-être un système de fratrie et de camaraderie. Oui, alors pour les femmes, et surtout les jeunes femmes, en fait, elles ne sont pas là. Comme moi je suis resté sur Gaillon, les jeunes mineurs sont mis plutôt dans des instituts privés charitables de bons pasteurs, dans lesquels on leur apprend à être des femmes bien élevées, c'est-à-dire la couture, le ménage, la cuisine, etc. Et les conditions n'en sont pas moins sévères, hein, parce qu'en plus il y a un droit de regard de l'administration qui est quand même plus compliqué dans les bons pasteurs que dans les prisons officielles, où en fait il y a un système d'inspection quand même, au moins une fois par an, de ces lieux. Et puis surtout, je ne l'ai pas dit, mais le directeur de prison doit rendre compte au préfet très précisément de tout ce qui se passe dans la prison. Et c'est pour nous une source très, très intéressante de voir aussi, de comprendre quelle est l'attitude de la direction par rapport à ce qui se passe. Alors, puisqu'on est sur les mineurs, je sais qu'il y a un truc qui m'avait frappé aussi, je crois qu'on est en 1800, on doit être en 1837, il y a un gamin de 11 ans qui travaille, et puis il est sur une machine à roues apparemment, et puis une partie de son vêtement se prend dans l'engrenage.
Donc l'adulte qui est avec lui arrête la machine, et puis le gamin a quand même le bras gauche un peu fracassé, donc il va voir le médecin, et puis il y a un rapport médical qui dit bon, ça c'est pas trop grave, il va s'en sortir. Alors le directeur de la prison écrit au préfet en disant ouais, on a eu un accident, mais enfin tout est de la faute du gamin, en gros il n'y a pas de souci, quoi. Et je me dis, ouais, c'est impressionnant. Donc mais on peut dire ah oui, c'était dur dans les prisons, mais voyons ce qui se passait pour les gamins dans les manufactures en étant soi-disant libres. C'est exactement la même chose. Donc encore il faut relativiser. Donc les jeunes filles je ne les ai pas. Les femmes adultes je les ai pendant un certain temps. Et j'ai trouvé quand même quelques écrits très très rares. Notamment un qui était très touchant d'une Parisienne qui avait été enfermée donc, à perpétuité à Gaillon. Je ne sais pas trop ce qu'elle avait fait d'ailleurs, je ne me souviens plus. Mais c'était relativement bénin, c'était peut-être prostitution. Mais je pense à ça parce que justement elle travaille à Gaillon et elle demande l'autorisation à la direction de pouvoir mobiliser une partie de son pécule pour l'envoyer à sa fille qui est dans la misère à Paris et qui risque justement de tomber dans la prostitution si on lui donne rien. Et alors le directeur transmet au préfet en disant ouais, il manquerait plus que ça, si on commence à autoriser ça, on va avoir plein de demandes. Parce qu'en fait, elle ne peut pas le faire, elle doit le garder pour elle, et puis il y a une partie d'argent qui est récupérée par l'administration pénitentiaire. Et là, le préfet il dit écoutez, cette dame elle travaille, elle a une bonne attitude, donc vous l'avez quand même autorisé à donner un peu d'argent à sa fille. Donc on voit aussi qu'il y a des arbitrages un peu humains quand même de temps en temps. Mais j'ai très peu de témoignages. On a quand même un document qui est intéressant aussi, qui a été acquis récemment par le château, qui est un bulletin de sortie. Quand les détenus sortent, en fait, ils doivent dire partout où ils vont jusqu'à l'endroit où ils sont censés se rendre. Ils ne sortent pas comme ça dans la nature en disant bon, maintenant faites ce que vous voulez, vous allez où et vous y serez quand. Et ils ont donc un document qui est une sorte de carnet, et ces documents sont très rares, et on en a un pour une femme. On voit exactement partout où elle est passée, et très souvent les gens s'en plaignent parce que ça les stigmatise. Quand ils arrivent dans le lieu, comme ils sont obligés de présenter le document qui vient de la maison centrale, on sait que ce sont des anciens détenus. Et très souvent aussi, et notamment pour les femmes préfèrent retourner à la maison centrale en tant que personnel, et pour pouvoir y travailler, parce que c'est le seul endroit où on va m'accepter. Voilà. Donc ça, j'ai des témoignages aussi de femmes qui sont embauchées. Les anciens gardiens sont des détenus. Alors pas pour les gardiens, mais pour les femmes qui vont être recrutées, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes, très souvent ce sont anciennes détenues. Et puis vous avez tout ce système aussi d'économie interne à la prison, comme j'ai dit, de délégation de pouvoir et de travail. On a ce qu'on appelle le service auxiliaire, où vous avez des détenus qui rendent service à l'administration, qui vont soit balayer, soit... Alors, ça ne va pas aller jusqu'à la surveillance, mais la surveillance de dortoir, oui. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc, une partie de ce que j'ai dit est dans l'ouvrage qui essaie de retracer cette histoire pénitentiaire. Et ça, c'était un ouvrage que j'avais fait en connaissance de cause, en lien avec le château et de manière volontaire. Maintenant, je vais vous parler d'un travail que j'ai fait de manière contrariée. Vous n'avez pas sur la camaraderie, madame? Oui, la camaraderie, bien sûr. Alors, la camaraderie, on la trouve plus difficilement. Pourquoi? Parce que les lettres sont aux parents. Donc, il y a parfois des lettres aux frères et sœurs, et là, je retrouve un peu plus d'expression de la camaraderie. C'est-à-dire que quand il écrit au frangin ou à la frangine, il dit il va plus facilement parler de la cousine qu'il aimerait bien revoir, etc. Et j'ai des confessions de camaraderie, oui, plus facilement quand c'est la fratrie. Et là, je vois aussi les abus des uns sur les autres. J'ai notamment 2 cas de gamins, de mineurs à Gaillon, ça m'a frappé. Il y en a un qui explique, je crois à son nom, qu'il a été abusé par un autre mineur, mais qu'il n'a pas eu le choix, que ça a duré pendant un mois, puis qu'après, l'autre étant beaucoup plus fort, plus grand, il a accepté ses faveurs, ses demandes sexuelles, et qu'en fait, en plus, après, lui, il est passé pour un mignol par rapport aux autres, et donc il en souffre énormément. Et puis, il se trouve que j'ai un courrier de l'autre. Et l'autre, il écrit à ses parents, mais évidemment, rien ne transparaît. Et je me suis dit, ça c'est encore une bonne leçon de méthode. C'est-à-dire qu'évidemment, ils écrivent à leur interlocuteur, ils leur écrivent ce qu'ils ont envie de leur écrire, forcément. Donc, il se trouve que j'ai un certain nombre de lettres pour un événement, justement, un quartier qui brûle, et je dois avoir une demi-douzaine de lettres de gamins. Quand on les met en relation,
quand on voit leur parcours, ben, on a une toute autre vision de l'événement que celui de l'administration pénitentiaire ou même de celui que certains journaux donnaient à l'époque, puisque c'était quand même le début de la dénonciation des bagnes d'enfants. Il y avait toute une presse qui était quand même qui tirait à boulet rouge sur ces institutions-là. Donc effectivement, la camaraderie existe, mais également les tensions. Et on peut le voir, mais il n'y a pas beaucoup de lettres pour ça. Ce qu'il faut, c'est aller trouver des fonds privés, éventuellement des familles de descendants qui ont gardé des courriers, mais ce ne sont pas non plus des choses qu'on met en valeur dans les familles. Très souvent, le fait qu'on ait eu un relégué, etc., si ce n'est pas la bande à Bono, on ne va pas s'en vanter. Donc ça ne se transmet pas forcément, et donc c'est très compliqué de travailler là-dessus. Mais on peut trouver, et notamment, comme je l'ai dit, par les lettres retenues. C'est bon. Je vais vous parler donc du roman, c'est le premier. C'était pas forcément un choix au départ, et je vais vous expliquer pourquoi. Comme vous l'avez compris, donc, je suis historien, je travaille sur des sources fiables si possible, en tout cas sur des sources le plus possible, et j'aime bien les lire, les confronter, etc. Et puis là, il faut que je parle un tout petit peu de moi. C'est qu'en 2001, je suis parti à Agen, à l'École nationale de pénitentiaire, pour y travailler, pour faire de l'histoire. Mais si je me replace en 2001, en fait, je ne travaillais pas du tout sur les affaires criminelles. J'étais historien des sciences, j'avais travaillé sur les rapports entre le crime et la folie, pour un ouvrage Crime et folie, d'ailleurs, que je vais présenter ici. Et donc, je suis parti à Agen, à l'École nationale pénitentiaire. Et puis là, donc, je commençais à continuer à travailler sur ces questions. Et puis, je ne connaissais pas bien la région, j'étais parti avec ma famille, tout ça, très bien. Je ne vais pas détailler, mais en gros, un jour, quelqu'un me téléphone, l'abbé Matteux, ça ne s'invente pas, mais c'était le président de la Société académique de Lot-et-Garonne, qui me dit, vous qui êtes spécialiste des affaires criminelles, j'en ai une bonne pour vous, qui est l'affaire de la fée. Je dis oui, bon, très bien. Alors j'ai dit oui en pensant non, parce que bon, je suis poli, donc je ne vais pas dire non tout de suite, mais moi je ne travaille pas avec les affaires criminelles, et en plus je n'ai pas envie. À cette époque-là, j'avais vraiment pas envie, je trouvais ça assez terrifiant en fait, il y avait des victimes, il y avait des assassins, il y avait du sang et tout. Moi je visitais plutôt l'histoire des sciences, et donc je travaillais sur les théories, pas la pratique. Donc je me dis ok, très bien. Et puis je laisse passer un an. Voilà, donc je me retéléphone, bon alors, et tout. Ok, je vais voir. Donc je vais aux archives départementales, je demande le dossier de l'affaire de la fée, et puis là, on me dit, il n'y en a pas. Ah, je dis super, merci beaucoup, vous ne savez pas quel service vous me rendez, merci beaucoup, il n'y a pas le dossier. Hein, c'est pas Pierre Rivière avec Michel Foucault, qui a un beau dossier et tout, qui nous fait moi Pierre Rivière, il va égorger ma soeur, mon frère, etc. Non, là, il n'y a rien, donc je ne ferai pas de bouquin, ok. Donc le gars au téléphone, je dis ah non, mais je suis vraiment très déçu, il n'y a pas les archives judiciaires. Bon. Il me dit non, mais c'est pas grave, je connais le fils de l'avocat de commis d'office, vous allez le voir de ma part, vous allez voir, il y a un dossier. Ah, mais je dis bon, très bien, bon alors d'accord, ok, je vais voir le fils de la commis d'office, quelqu'un de très aimable, qui m'offre un super cognac et tout, on discute pendant 1 heure. Et je lui dis bon bah alors, en fait, j'étais venu pour qu'on parle de l'affaire de la fée, qu'est-ce que vous avez? Il dit oh, dans la famille, il y a 2 choses dont on ne parlait jamais, l'affaire de la fée et la guerre. Je dis ouais, mais alors qu'est-ce que vous avez? Oh bah rien. Elle me dit ah si, attendez, j'ai ça. Puis il me sort une enveloppe craft dans laquelle il y a 3 photos d'identité judiciaire où je vois ça, le couloir de la maison du crime, et puis la femme massacrée sur son lit, et puis le bébé. Puis je dis, alors tout de suite, je dis, oh, ça m'intéresse parce qu'il y a des meubles, donc je veux bien vous emprunter les photos, comme ça je saurais quel était le mobilier qu'il y avait à l'époque, etc., etc. Je dis, non, mais cette histoire ne m'intéresse pas beaucoup, sinon, mais le mobilier, ok. Et puis, il y avait une complainte aussi sur un papier photocopié tout moche, sur un air que je ne connaissais pas. Alors je dis, la complainte, ouais, je veux bien la prendre, je vais chercher l'air. Bon, l'air, je l'ai cherché pendant au moins 3-4 ans alors que ma grand-mère le connaissait. Et puis là, par contre, pour les photos, évidemment, je ne vous montre pas les photos du massacre, parce qu'en fait, ce Pierre de la Fée a massacré toute sa famille qui vivait dans la même maison, donc 6 personnes, son épouse avec une hache, sa grand-mère avec un couteau que l'on voit ici, son grand-oncle avec un couteau, mais il n'a pas réussi à le tuer, donc le grand-oncle est parti dans sa chambre. Ensuite, Pierre de la Fée a décroché une carabine, il a tué sa mère, il a tué sa fille, Lucienne, de 8 ans,
Et puis, avec la crosse de la carabine, il a achevé son oncle. Et ensuite, il est retourné reprendre la petite hache pour tuer son gamin qui avait 3 mois. Là-dessus, il s'est changé, il a changé ses vêtements. Il est reparti chez les amis chez lesquels il était auparavant, je vais le préciser, à 50 km de là, à Clérac, dans une boulangerie. Et il a fait comme si le monde de rien n'était. Et puis, le crime a été découvert, donc on lui a demandé de revenir sur les lieux du crime. Il n'a pas eu une larme, une parole, et donc les instructions ont dit mais qu'est-ce que c'est que ça vous fait pas d'effet? Il a dit non mais vous apprendrez dans le pays que je ne pleure jamais. Donc on le met en garde à vue, et puis là, au petit matin, il avoue parce qu'il y avait des traces de sang sur lui, etc. Donc voilà, moi, on me propose cette affaire-là, et je dis non, moi je ne prends pas. 1932, alors j'ai oublié de préciser, 1932, dans la nuit du 7 au 8 février, il a fait ça. Et donc il a fait 50 km aller, 50 km retour. Oui. Il avait une bonne raison. Alors, il l'avait énervé peut-être. Il est peut-être énervé, ouais, c'est ça. Donc moi on me propose ça, j'ai pas les archives. Non, mais c'est quoi la raison? Ah ben c'est justement l'objet du bouquin. Parce qu'en fait, moi on me propose ça, je dis non. Et je dis, bon, finalement, Moirac, c'est pas très loin d'Agen, c'est à 7 km, c'est un joli petit coin, un petit village avec un prieuré tunisien, allons-y. Puis en plus, je vais toujours en famille, donc ça, ils ont un peu marre d'ailleurs de mes vacances. Donc, et là, je me suis confronté à quelque chose, que le crime a lieu au hameau de Serres. Et le hameau de Serres, donc normalement, vous savez, dans les petits hameaux, il y a toujours écrit un petit panneau, ici c'est le hameau de Serres, ici c'est Trois Lapins, ici machin. Et je vois pas le hameau de Serres. C'est marrant, il y a quoi? Il y a 400 habitants là-bas. Donc je demande dans le village où est le hameau de Serres. On me dit, où est le hameau de Serres? On ne connaît pas cette histoire. Je dis quoi, c'est quoi cette histoire? Et puis je vois une vieille dame qui sort de l'église. Je dis, elle va m'enseigner. Alors je lui demande, madame, c'est longtemps que vous habitez ici? Oui, j'ai toujours habité là, je suis né ici. Je dis, ah bon, alors vous connaissez le hameau de Serres, vous pouvez me dire où c'est? Elle me dit non, je ne sais pas où est le hameau de Serres. Je dis, je sais pas, je joue mon bateau et je dis, et l'affaire de la fête, ça vous dit quelque chose? Elle me dit, pensez donc, ce salopard. Puis elle repart, elle me dit, de toute façon, je vous parlerai plus. Je dis, d'accord, ouais, j'ai gagné mon gros lot. En termes d'enquête, observation participative, c'est plutôt du Alison Nourri, là, c'est pas bon. Et j'ai compris qu'il y avait eu un traumatisme, quoi, quelque part. Donc je suis allé à Clérac, à l'endroit où le fameux de la Fée avait s'était réfugié dans une boulangerie chez des amis. Et là, je fais toutes les boulangeries, donc c'était sympa. Vous avez 3, on goûte à toutes les boulangeries, on leur parle de ça, tout le monde non, on ne connaît pas. Puis après, du coup, j'ai pris les photos des journaux de l'époque, puisqu'il y avait une devanture un peu particulière, puis on a joué avec les gamins, je dis, premier qui trouve, il a gagné. Et donc, on a trouvé une maison qui ressemblait. Et là, je dis, non, cette fois-ci, je ne fais pas la même erreur que la première fois. Je ne frappe pas à la porte pour savoir s'ils connaissent l'affaire de la Fée, je vais écrire. Et donc, j'ai écrit à la personne, et j'ai écrit sincèrement, en lui disant, écoutez, je travaille sur l'époque. Et en fait, mon idée, c'était, pour ceux qui connaissent, évidemment, pourquoi ça m'échappe tout à coup, Alain Corbin, avait fait l'histoire de Pinago, qui était l'histoire d'un anonyme. Et je m'étais dit, moi, je vais faire mon Pinago criminel, c'est-à-dire que je vais travailler sur l'affaire de la Fée un jour avant le crime. Puis le crime, personne l'aura, et puis on n'en parlera pas. Moi, je veux connaître l'histoire de la région, l'histoire de l'époque, etc. Et puis en fait, je suis rentré en contact avec des gens qui ont connu l'histoire, notamment plusieurs des témoins. Alors direct, effectivement, j'ai discuté avec la fille des personnes qui avaient hébergé l'assassin qui était à l'époque leur ami. J'ai eu pas mal de discussions avec elle. J'ai discuté avec un monsieur qui avait 97 ans, qui avait une excellente mémoire de l'époque aussi. Et puis de fil en aiguille, j'ai cherché les archives. Je me suis dit, bon, bah c'est pas grave, j'ai pas d'archives judiciaires. Bon, je vais en trouver d'autres. J'ai trouvé des archives militaires, j'ai trouvé des archives, l'inventaire après décès. Enfin, j'ai trouvé beaucoup d'archives périphériques. Et puis, cette affaire, je ne voulais pas en parler. Je me dis, mais parce que je pense qu'on m'avait laissé croire que peut-être qu'il existait quand même le dossier judiciaire, parce que de la Fée ayant été guillotiné, ayant été reconnu coupable et guillotiné, c'est le dernier guillotiné en place publique à Bordeaux, il y avait eu un recours en grâce. Il y avait une possibilité que le recours en grâce ayant été instruit à Paris à la chancellerie, tout le dossier soit remonté à Paris, qu'il ne soit jamais redescendu à Bordeaux. Alors je me dis, ouais, super. Donc j'ai écrit pour avoir les dérogations, pour le consulter. On m'a dit, oui, c'est possible, mais problème, bâtiment amianté. Bon, j'ai dit, bon, d'accord, c'est pas grave, je vais attendre. Et puis j'ai attendu 10 ans, le bâtiment a été désamianté, puis ouais, super, affaire de la Fée. On m'a dit, ah oui, mais il y a un fantôme, mais il n'y a pas de dossier.
Donc je dis ok, bon bah, c'est fini, on n'en parle plus. Et puis à un moment donné, à Agen, on savait que je travaillais sur l'affaire. Les archives départementales m'ont donné de venir discuter de ça, puis j'ai dit non, je veux écrire d'abord. Et j'ai essayé de voir si je pouvais reconsulter mes anciens témoins qui, évidemment, compte tenu de leur âge, étaient décédés. Puis là, je me suis dit, Marc, t'es pas sérieux, il faut faire quelque chose. Et donc, j'ai dit, je vais arrêter de chercher des archives improbables et je vais raconter cette histoire. Et pour la raconter, cette histoire, comme vous l'avez compris, elle m'a passablement agacé, puisque c'est la première affaire criminelle sur laquelle j'ai travaillé, même si ce n'est pas la première sur laquelle je publie, parce que j'ai mis le temps. Eh bien, j'ai basculé dans la fiction. Ça a été très compliqué pour moi parce que les romanciers s'impliquent beaucoup d'eux-mêmes quand ils écrivent. Et moi, je ne voulais pas donner ma vie privée, enfin, je ne voulais pas parler de ce que j'ai fait un petit peu là, c'est-à-dire pourquoi j'avais écrit le livre. Et donc, j'ai inventé des personnages, c'est assez classique. On a un chroniqueur judiciaire qui vient pour faire, en gros, un rouletabille, il est content, né en 1932. Et puis une jeune collègue psychiatre qui fait son premier cas, parce qu'elle hésite entre la psychiatrie sur les mineurs et la psychiatrie sur les adultes. Alors, si on a un peu de temps pour lire, je vais peut-être vous lire des extraits, parce que ce que j'ai fait quand même en historien, c'est que je n'ai pas complètement oublié ce qui m'intéressait dans le livre, c'était d'avoir des voix plurielles. C'est-à-dire de ne pas donner un monologue et de ne pas donner non plus une seule lecture de ce cas-là. Pourquoi? Parce que de la fait, c'était la question qui m'a été posée, pourquoi il a fait ça. En fait, il s'en expliquait qu'une seule fois. Il a dit je voulais changer de vie. Et après, il a arrêté de parler. Mais quand je dis qu'il a arrêté de parler, c'est qu'il n'a vraiment plus rien dit. Au procès, il ne s'est pas exprimé. En prison, il ne s'est pas exprimé, il n'a rien écrit. Et quand, au moment de l'exécution, son avocat lui a demandé s'il voulait laisser un écrit, et il a laissé un écrit. Et donc, je vais vous lire peut-être ce que j'ai appelé le prélude. Donc, ça s'appelle « C'est un souvenir vague ». Personne ne l'a prévenu de son dernier jour de prison. Alors, il a vécu dans la répétition des précédents, puis à l'extinction des lumières, il s'est assoupi du sommeil de l'innocent, bercé de visions singulières, rêvant de grands voyages, marin voguant aux flots lointains, accostant aux embruns d'un accueillant rivage, pilote d'avion bravant l'orage, volant serein au-dessus des nuages. Sa dernière nuit fut apaisante et apaisée. 6h15. Le procureur le réveille pour l'informer du rejet de sa demande de grâce. Un surveillant ôte ses entraves de pied et esquisse un geste pour l'aider à s'habiller. Non merci. L'aumônier lui propose d'entendre la messe. Non merci. Au greffe de la prison, le directeur lui offre un verre de vin, un café, une cigarette. Il boit le verre de rhum, refuse le café et la cigarette. Le procureur l'interpelle. A-t-il une information à livrer? Un désir à exprimer? Non. Mais il aimerait saluer une dernière fois son compagnon de cellule. La poignée de main est accordée. Ses avocats lui demandent s'il a une déclaration à faire. Oui, mais par écrit. On lui apporte 2 feuilles de papier et un crayon. On lui tend une chaise. Il s'assoit, griffonne quelques mots, plie soigneusement le billet en 4 de manière à ce qu'il ne soit pas lisible, et il le remet à l'avocat qui le suit depuis son premier procès. Puis il prend la parole, impavide. Continuez à fleurir les tombes, continuez à défendre ma mémoire. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Que cela puisse servir d'exemple aux autres. Les formalités légales reprennent leur cours. Signature de l'écrou, remise du condamné au bourreau. L'exécuteur des hautes œuvres lui entrave à nouveau les chevilles, lui ligote les mains dans le dos, le fait asseoir sur un petit escabeau, s'empare de ciseaux, échancre le col de sa chemise et coupera quelques mèches de cheveux jusqu'à ce que sa nuque soit dégagée. La porte de la prison s'ouvre et il apparaît dans la dernière lueur de la nuit, pieds nus, la tête couverte d'un voile noir, cerné par une foule contenue par des soldats. Il devine sa mort dressée là, à quelques mètres, dans un assemblage de bois, convoqué par la justice des hommes, l'âme levée. Il s'y rend en silence, sans opposer de résistance, guidé par les 2 aides du bourreau, suivi de près par ses avocats. Arrêté au pied de la machine, il est plaqué sur la planche à glissière, son corps lié bascule à l'horizontale, sa tête est dévoilée, calée dans la lunette aussitôt refermée. Tandis que les yeux de la multitude se lèvent vers le couperet, son avocat détourne le regard pour déplier et lire le billet confié quelques instants plus tôt. Il lit « Je jure que je n'ai pas accompli mon acte dans ma complète lucidité d'esprit. C'est un souvenir vague auquel je ne comprends rien. » Voilà, donc ça c'est les dernières paroles de la fée. Et donc moi j'ai commencé mon travail avec ça, ce souvenir vague. Et donc
j'ai imaginé des personnages qui vont enquêter et j'ai mis dans l'ouvrage aussi beaucoup de documents originaux pour être plus plausible en fait. Et parmi ces documents, puisque je vois que le temps avance, il est 18h27, je vais peut-être en sélectionner plutôt que de vous lire tout. Par exemple, celle-ci. Parmi les documents que j'ai obtenus grâce à la discussion avec les familles, il y a la dernière lettre de la femme de Delafay. Cette dernière lettre, elle l'écrit à une amie, et vous allez voir que en fait, c'est une lettre relativement banale et qu'elle ne soupçonne absolument pas ce qui va se passer quelques jours plus tard. Chère Madeleine, je pense souvent à vous, toujours avec l'intention de vous écrire. Madeleine, c'est la boulangère. J'espère que vous allez bien, peut-être encore fatigué car vous avez de quoi faire. Pierre a vu Louise plusieurs fois, aussi j'ai eu par elle de vos nouvelles. Moi je n'y ai pas parlé car je vais maintenant au village d'une course entre deux tétés, puis il vient de faire une terrible période de froid et la neige tombée, il y a 8 jours dimanche, et a fondu qu'hier avec la pluie. Ça c'est un document intéressant parce qu'on est quand même dans le sud-ouest, il a neigé, et je sais de sources sûres que les gamins en fait à l'époque allaient sur une mare faire du patin à glace. Donc ça c'est plus possible. Malgré ce froid, nous avons baptisé notre petit Jean dimanche. Donc petit Jean c'est le dernier né qui a 3 mois. Ayant une auto à notre disposition, puisque Jeannette est ma reine, mon petit n'a pas senti le froid. Le parrain est un petit cousin de Perpignan. J'envoie une boîte à Marguerite. Il me tape tant de la voir, et à vous aussi, chère Madeleine. Aussitôt que vous serez assez solide pour venir me voir et voir mon petit chéri. Il gazouille bien et sourit. Il devient un si gros bébé. J'en suis si fier si vous saviez. Mon Dieu, qu'il ne lui arrive rien au moins. Je le nourris et me porte très bien. D'ailleurs, je ne fatigue pas trop et laisse frotter la grand-mère. C'est tout ce qu'on peut en tirer alors. On l'a gâté le Jeannot. Jeannette lui a acheté la douillette qui fait burnou, mais beau, trop beau presque. Le petit bonnet aussi, et le parrain, la petite médaille de Lourdes. Pierre va venir lundi pour tuer le cochon. Je voudrais bien pouvoir le suivre. Il est occupé à fabriquer une petite bercelonnette pour la poupée de Marguerite, pareille à celle de Jeannot. A-t-elle une poupée? Que devient Marguerite? Attend-elle toujours un petit frère? Je voudrais tant vous voir toutes deux. J'espère que Gaston viendra, ou j'irai le voir, dimanche au soir. La mémé va bien, elle a bien tenu sa place à table dimanche. Je n'en finirai plus de bavarder, mais mon petit veut téter. Avant de terminer, je vous envoie mes meilleurs vœux. Que la santé soit bonne pour tous, le commerce prospère, et à bientôt de vous voir. Affectueux baiser pour tous, Marie. Voilà, donc ça c'est un courrier qui est écrit 4 jours avant le crime, et que j'ai mis tel quel dedans. Il y a aussi un autre document que j'ai mis, parce que quand le crime va être commis, évidemment, ça va susciter un énorme émoi dans la population. Il va y avoir des réactions. Donc peut-être que pour finir, ou non peut-être pas pour finir, parce que je vous ferai un choix de lecture après, si on a le temps. J'ai 2 contes, j'ai 2 histoires, et je vous en ferai choisir une. Peut-être que je peux je vous mettrai deux types de réactions. La première, c'est les lettres anonymes. Vous savez que quand on est anonyme, on se sent très fort, et donc il est plus facile d'écrire des choses quand on ne donne pas son nom. Et donc, à la suite du crime, il y a des gens qui vont écrire au ministère de l'Intérieur en disant « Attendez, vous savez, je vais vous dire comment vous faire. » Donc, c'est l'équivalent des réseaux sociaux. Alors, Paris, 12 février 1932. Monsieur le ministre, quand survient un crime pareil à celui qui vient de se commettre dans le Lot-et-Garonne, si j'étais gouvernement, le coupable serait exécuté dans les 48 heures. Pas besoin de juge ni d'avocat. S'il n'y a pas de loi à ce sujet, prendre un décret qui aurait force de loi. Si tous les futurs assassins savaient que dans les 48 heures après leur crime, ils seraient exécutés, il n'y aurait plus autant d'assassinats en France. On les garde dans les prisons, on leur donne des avocats qui les font passer pour fous, et souvent leur peine est atténuée. S'ils savaient que dans les 48 heures, ils paieraient de leur vie, il n'y aurait plus autant de fous cherchant à commettre des crimes. Il faudrait guérir tous les fous criminels dans les 48 heures par exécution. S'ils savaient bien ce qu'ils attendaient, il n'y aurait plus autant de crimes. Le gouvernement y gagnerait, n'ayant pas à nourrir des criminels bien reconnus coupables. Il s'opérerait alors pour la guérison de la folie autant de miracles qu'à Lourdes. J'ai l'honneur d'être, monsieur le ministre, de votre excellence, le très humble serviteur. Au moins, c'était écrit un peu mieux que les réseaux sociaux, quoi. Bon, et puis la deuxième réaction, qui est aussi une réaction populaire spontanée, c'est ce qu'on appelle les complaintes criminelles. Les complaintes criminelles, je vais expliquer un petit peu, ce sont des textes qui
parlent du crime qui vient de se commettre, mais qui sont des chansons et qui sont facilement reprises par la population parce qu'elles sont sur des airs connus. Il y a 3 airs qui circulent à peu près au 19e siècle, c'est l'air du Juif errant et l'air de Fualdès. Mais on a aussi au 20e siècle un air qui va devenir prédominant, c'est la pimpolaise. D'accord? Donc c'est pas celui que je cherchais parce que la pimpolaise, quand même, je connais. Mais je ne vais pas vous interpréter la chanson dont l'air a été retrouvé par ma grand-mère, qui était Le Rendez-vous d'amour. Je vais peut-être vous chanter les 2 premières strophes d'une pimpolaise, donc, qui est une complainte qui a été faite à la suite de l'affaire de la Fée. Et qui se chantait au temps de l'affaire. Il faut bien comprendre, ce sont des textes éphémères et qui suscitaient des réactions d'ailleurs parce que je sais que la famille des personnes qui avaient hébergé l'assassin, je leur ai demandé s'ils avaient des complaintes sur l'affaire et tout, et sa fille m'a répondu non. D'ailleurs, on n'aimait pas du tout ça dans la maison, on n'écoutait pas de chansons comme ça. Et je me suis dit, ah bon, c'est dommage. Puis après, j'ai réfléchi, je me suis dit, non, mais c'est pas dommage. C'est que très clairement, je lui en ai reparlé après, elle m'a dit d'ailleurs, maman, même, elle leur donnait de l'argent pour qu'ils s'en aillent. Ben oui, elle leur donnait de l'argent pour qu'ils s'en aillent parce qu'il lui rappelait évidemment l'affaire. Ça, je l'avais compris qu'après. Donc, on va essayer. C'est avec horreur qu'on peut lire dans les journaux le récit de ce crime odieux qui déchire les cœurs les plus endurcis. Peut-on sans émoi songer à l'exploit de cet homme père de famille qui tua dans la même nuit tous les membres de sa famille auxquels il devait un appui. Près d'Agen, au hameau de Serre, vivait très honorablement une famille tout entière, dans un décor vraiment charmant. Mais dans une nuit, l'assassin maudit, froidement perpétrant son crime, assassine à tous ses parents, s'acharnant sur les 6 victimes et tuant même ses enfants. Alors en général, la complainte, elle termine toujours de la même manière, c'est pour punir cet ignoble crime et châtier l'ignoble assassin. Les gens de cœur sont unanimes et demandent tous, c'est certain, la mort de celui qui dans une nuit, tout à sa fureur meurtrière, juge monstrueux assoiffé de sang, tue à sa famille tout entière, sans même épargner ses enfants. Voilà, et ça c'était chanté. Bravo! De toute façon, on a le droit de mal les chanter, puisque c'était fait pour que tout le monde les chante, notamment ceux qui ne savaient pas chanter. Donc c'est pour ça que je m'autorise de le faire. Alors c'était chanté au marché, c'était chanté devant les églises, c'était chanté devant les cimetières, et quand ça se passait bien, on avait aussi une feuille volante pour pouvoir l'acheter, et c'est comme ça que j'ai pu en récupérer sur l'affaire de la Fée, je crois, après 5 ou 6. Donc voilà, les raisons de son crime, il l'a dit, il voulait changer de vie. Moi je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui s'était enfermé, et c'est ce que j'explique dans le livre, parce que j'ai reconstitué patiemment notamment sa généalogie aussi, c'est-à-dire d'où venait-il. Et en fait, c'était pas une famille de paysans, c'était une famille de personnes qui étaient faussement enracinées sur Moirax, parce que Pierre de la Fée avait eu un père qui avait été un chef de traction dans les chemins de fer. Et chef de traction, mécanicien, opérateur, etc., c'était vraiment un métier très important à l'époque. Et son père lui-même avait travaillé dans les chemins de fer à Bordeaux. Et Pierre de la Fée avait vécu en partie à Bordeaux, en partie également à Tarbes. Et là, il avait obtenu un diplôme dans ce qu'on appelait la PRAT, l'école pratique, qui était très réputée à Tarbes parce qu'on y fabriquait les obus aussi, etc. Et il avait un diplôme en gros de mécanicien ajusteur. Et lui, il se destinait à ça. Sauf que son père est décédé quand il avait 15 ans. Et sa mère, elle, qui était d'une toute autre région, qui était, si je me souviens bien, plutôt de Tarbes, a fait venir sa belle famille à ce moment-là et avait le rêve qu'avaient la plupart des Français de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire de s'installer à la campagne et d'avoir une exploitation avicole. Et elle va pouvoir l'acheter, cette exploitation avicole, sauf que n'y connaissant rien, elle achète une exploitation qui n'est pas très bien placée, qui n'est pas très rentable. Et puis Pierre de la Fée, lui, va avoir du mal à se faire à la campagne, parce que Moirax, c'est vraiment paumé. Les personnes l'ont dit à l'époque, mais quand on voulait un beefsteak, il fallait descendre à Agen, quand on voulait, etc. Et donc c'est pour ça que les boulangers qui habitaient d'abord à Moirax étaient partis à Clérac. Et donc de la Fée va se sentir de plus en plus enfermé, et puis plutôt que de faire comme des gens à peu près normaux qui disent je veux changer de vie, bah je change de vie quoi. Ben, lui il a du mal, il n'y arrive pas, et puis du coup il massacre tout le monde en pensant qu'il va changer de vie.
Effectivement, il change de vie, mais en fait, il écourte aussi beaucoup, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est le dernier exécuté en place publique à Bordeaux. Et donc, toute la question est de savoir, avec mon chroniqueur judiciaire, lui qui est complètement déçu, parce que bah, mon enquête est foutue, je viens pour une enquête pour savoir qui a commis le crime, et puis en fait, on est, pour faire un anachronisme un peu comme dans Colombo, on sait tout de suite qui a fait le crime. Mais la vraie question que je pose et que je me pose, et que je me poserai si j'en fais d'autres, c'est quelles sont les raisons du passage à l'acte? Parce que les motifs, on peut les donner comme ça, mais est-ce que c'est des motifs qui peuvent suffire pour comprendre ce qui se passe? Ben, moi, ça continue de m'interroger. Et la psychiatre qui donne la réplique à mon chroniqueur judiciaire, qui démarre donc, va utiliser, et c'est ce que je trouve important dans le livre, les critères de l'époque. Parce qu'effectivement, dans le procès, le quart du bouquin et la reconstitution du procès, on va se demander est-ce qu'il était fou ou responsable de ses actes. Voilà. Et puis j'ai reconstitué également les plaidoiries, et puis j'ai essayé d'élucider cette question en étant au plus près en fait, de la vie de cette personne. Et donc ce qui distingue mon travail d'une fiction, c'est que j'appelle ça un roman criminologique parce que moi dans mon bouquin, je ne tue personne, je ne vole personne, tous les actes que je décris ont été commis. J'utilise seulement 2 personnages de fiction assumés comme tels pour pouvoir engager un dialogue que je ne peux pas me permettre, je ne m'autorise pas moi en tout cas en tant qu'historien, et à dire ce que je pense réellement de cet assassin, en tout cas quand j'ai travaillé dessus, qui était pour moi un repoussoir en fait. Vraiment je ne comprenais pas, il avait une jolie femme, il avait une exploitation agricole correcte, sa mère n'avait même pas nanti une grande viagère le fait qu'elle avait donné la propriété, donc il avait quand même la possibilité de travailler, et je ne comprenais pas. Et donc j'ai mis un personnage qui dit ce que je pensais, comme ça c'est plus facile. Et puis la psychiatre, elle dit aussi certaines choses que je pense également. Donc j'ai découvert l'intérêt de partir en fiction, et donc le résultat c'est ça, c'est le même genre. Voilà, si vous avez des questions. Dis-moi, Marc, j'ai dit qu'il n'y a pas d'archives, mais il y a quand même une réponse aussi. J'ai pu actualiser ça il y a la presse, Oui, mais sources archivistiques qu'il faut traiter d'une certaine façon, et qui certainement va apporter des informations. Beaucoup d'informations, mais le problème de la presse, moi, c'est que je ne la crois pas. C'est-à-dire que la presse, c'est une manière de s'exprimer que j'ai vérifié avec l'affaire Vachet, par exemple. Elle a un mode d'écriture de rendre compte des procès ou de rendre compte d'une exécution qui est un peu normé, si tu veux. Et donc, pour trouver les désaccords dans la presse, par exemple, la presse s'interroge est-ce que c'est un monstre, pourquoi il ne parle pas, etc. Pour moi, ça ne fait pas. Pour moi, les pièces essentielles pour travailler une affaire criminelle, c'est les pièces qui sont fournies par le juge d'instruction, c'est-à-dire le dossier de procédure. Comme vous savez, en France, on a procédure écrite, procédure orale au procès, donc du procès à l'oral, on n'a pas grand-chose, sauf qu'on a la chance d'avoir des avocats qui ont écrit leur plaidoirie, et c'est pas souvent le cas. Là, en l'occurrence, ils n'ont pas écrit leur plaidoirie. Je vais traiter sur notre affaire où c'est le cas, c'est plus simple. Mais par contre, le dossier de procédure, c'est extrêmement intéressant parce que vous avez les interrogatoires. Vous avez les procès-verbaux de témoignages, d'interrogatoires, et vous avez les réponses de la personne. Donc, elles peuvent être caviardées après dans la presse, mais quand vous avez le dossier judiciaire, c'est quand même mieux. Et là, j'ai peu d'éléments, mais j'ai quand même l'inventaire après décès, qui a été une manière de visiter la maison qui était extraordinaire, et qui montrait que ces gens-là, justement, avaient eu beaucoup d'argent. Parce qu'ils avaient des bouquins, il y avait plus d'une centaine de livres, il y avait des faïences japonisantes, il y avait des choses qui étaient assez étonnantes, en fait, dans cette maison, qui était une maison dans un village où les gens n'avaient pas beaucoup de moyens. Est-ce que la presse a renseigné pas sur autre chose, c'est-à-dire aussi l'émotion? Exactement. Susciter dans un coin ce crime, des débats aussi dans un peu politique, faut-il accentuer la répression, est-ce que la sécurité, ça renseigne aussi là-dessus? Tout à fait. D'ailleurs, le détective a fait pas la une, mais la une de 4e de couverture. La liaison, c'était marrant parce que c'était sur les fous criminels, justement. Donc, c'était une question qui a été posée sur. Je rappelle que le détective est conservé à la Bilipo parmi d'autres revues tout à fait essentielles pour nos travaux. Et quand il était détenu avant son procès, il n'a pas expliqué, il n'a pas à la personne? Non. Parce que c'est frustrant, Non, il a vraiment gardé le silence. Il a été un détenu modèle, il jouait aux cartes, il faisait le travail quand on en demandait, etc. Mais il ne s'est pas exprimé autrement sur son crime. Il a dit il a redit à son procès que c'était comme au cinéma. Il avait
assisté à la chose, il savait que c'était lui, mais c'était pas lui. En gros. Bon, c'est pas vraiment un mode de défense, parce qu'il y a eu une querelle d'experts. Donc on est à Agen, au milieu entre Toulouse et Bordeaux, donc comme vous en doutez bien, Toulouse a dit quelque chose et Bordeaux a dit l'inverse. Mais en gros, dans cette querelle d'experts, l'expert toulousain était connu. Bon, bah, ils n'ont pas réussi à irresponsabiliser cette personne. Voilà. Et, pardon, vous avez évoqué le dossier fantôme des archives policières, c'est ça? Non, judiciaire, le recours en grâce. En fait, le recours en grâce, je crois que finalement j'ai pu le consulter. Il y avait un fantôme, mais j'ai pu consulter d'autres choses. Mais c'était des petites pièces qui disaient de toute façon, vu l'état de pensée de la population, il va question de donner une grâce. Et côté police, vous avez rien trouvé? Si, côté police, j'ai eu le procès verbal, en gros, le premier PV d'aveu. Celui où on arrive et que je reconstitue d'ailleurs, que je pousse un peu plus loin dans le roman, mais qui m'a été très utile pour savoir comment c'était passé. Et puis la presse m'a servi aussi pour les premières constatations, puisqu'en fait on est à une époque quand même où la presse est très, notamment de faits divers, est très puissante et où ils emmènent des envoyés spéciaux très rapidement. Donc malgré tout, il y en a qui mènent des enquêtes que ne font pas les policiers. Par exemple, ils vont revoir les boulangers après qu'ils étaient interrogés. Et donc j'ai quelques informations aussi que je peux recouper avec ce qu'ont dit les descendants des boulangers. Et une dernière question, alors du coup, entre histoire, archives, sources, documentation et fiction de Pierre Balance? Ah oui, Balance, c'est-à-dire que je trouve que c'est le plus beau livre que j'ai fait avec l'édition La Martinière, parce que des belles photos. Et celui-là, c'est celui qui me touche le plus, parce que j'ai mis moi-même pas dedans, plus que dans les livres d'histoire, où en général je reste à distance. Donc j'essaierai de faire les deux. Mais de bien dire où je suis, par contre. Quand je fais un livre d'histoire, je n'apparais pas, et quand je fais un livre de fiction, je m'autorise des choses que je ne peux pas m'autoriser Mais j'ai toujours été en fait, pas jaloux, mais fasciné du fait que les romans, même quand ils sont dans le faux, entre guillemets, disent du vrai, disent quelque chose de nous. On ne peut pas transposer dans un récit purement historique. Donc il faut aller parfois quand même vers l'émotion, vers mais raisonnable. Moi je ne fais pas du roman polar, entre guillemets, pour faire du gore ou pour dire ah regardez, etc. C'est vraiment plus une intention d'emmener le lecteur vers une réflexion que je me pose, et pour moi en tant que chercheur, de continuer la recherche par d'autres moyens. C'est-à-dire que je sais que je ne peux pas pousser beaucoup plus loin cette investigation en tant qu'historien, parce que ça m'obligerait à prendre en compte les théories actuelles, et les théories actuelles ne sont pas beaucoup plus satisfaisantes, donc je pense que par l'écriture, je peux essayer de pousser des réflexions, et comme je le dis, y associer le lecteur, parce que je suis très soucieux aussi du fait que quand on écrit, bien sûr on écrit pour soi, on se débarrasse de quelque chose, mais c'est aussi pour l'adresser à d'autres personnes, et l'idée c'est que ce soit lisible et que vous puissiez y trouver un intérêt aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.